Mes parents me jugeaient inapte aux sciences et m'ont envoyé en esthétique. 2 ans plus tard, mon père tremble en lisant une revue médicale, je suis la chercheuse principale d'un traitement révolutionnaire contre le cancer. Je m'appelle Élise Dupont et j'ai 26 ans. Il y a 4 ans, mes parents m'ont regardé droit dans les yeux et m'ont dit que je n'étais pas assez intelligente pour les sciences. Ils ont signé un chèque de 80 000 € à mon frère aîné, Julien, pour payer sa prestigieuse classe préparatoire en médecine à l'université Paris-Descartes. Ensuite, mon père a fait glisser un prospectus sur papier glacé vers moi, le long de l'îlot central en granit de notre cuisine. C'était pour une académie de beauté locale. Il m'a dit qu'ils n'allaient pas gaspiller leur argent pour un diplôme que je serais incapable d'obtenir. 2 ans plus tard, mon père était assis dans son fauteuil en cuir, lisant une prestigieuse revue médicale au sujet d'un traitement révolutionnaire contre le cancer. Lorsqu'il a vu le nom de la chercheuse principale en haut de la page, ses mains se sont mises à trembler si fort qu'il a renversé son verre de cognac. Il a appelé ma mère et a dit « son nom ». C'est son nom. Maintenant, laissez-moi vous ramener là où tout a commencé. Il y a 4 ans, un mardi soir dans notre maison située dans une riche banlieue de Versailles, la cuisine sentait le poulet rôti et le vin hors de prix. Mon père, Thierry, était assis au bout de l'îlot central, signant des documents avec son stylo plume en argent. Julien était assis en face de lui, portant un sweatshirt universitaire, avec l'air du prince qui venait d'hériter du royaume. Je me tenais près de l'évier, tenant ma demande de prêt étudiant pour le programme de biochimie de l'université publique locale. Tout ce dont j'avais besoin, c'était d'une signature, juste un garant, pour pouvoir assumer cette dette par moi-même. Je ne leur demandais même pas leur argent. J'ai posé le dossier à côté de la tasse de café de mon père. « Papa, ai-je dit, la date limite pour le bureau des aides financières est vendredi. Si tu signes juste en bas, je m'occuperai du reste. » Il n'a même pas pris le stylo. Il n'a pas regardé le papier. À la place, il a ouvert sa mallette en cuir et en a sorti un dépliant en 3 volets. Il l'a placé directement sur ma demande de prêt et l'a repoussé vers moi. Sur la couverture, on voyait une femme souriante tenant un sèche-cheveux, Académie supérieure de coiffure et d'esthétique. J'ai fixé les lettres roses vifs. Je lui ai demandé ce que c'était. Il a croisé les mains sur la table et a dit « Les sciences exigent un certain calibre intellectuel, Élise. » Julien là. Pas toi. Nous n'allons pas financer un fantasme qui se terminera par ton abandon et la ruine de ton dossier de crédit. J'ai regardé ma mère, Sylvie. Elle essuyait le plan de travail, feignant de ne pas avoir entendu l'insulte. Maman, ai-je dit, j'ai 16/20 de moyenne générale. Je suis en spécialité SVT avec mention. Elle a interrompu son nettoyage et m'a offert un sourire crispé et condescendant. Élise, ma chérie, a-t-elle murmuré, l'esthétique est une carrière parfaitement charmante pour une fille comme toi. Tu as toujours été si douée pour coiffer tes amis pour les fêtes du lycée. Pourquoi te forcer à intégrer un environnement stressant où tu ne pourras tout simplement pas rivaliser? Julien a ricané dans son verre d'eau. Il n'a pas dit un mot. Il n'en avait pas besoin. La hiérarchie de notre famille a été gravée dans le marbre à cet instant précis. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré ni ne leur ai jeté le prospectus au visage. La colère que je ressentais était trop froide pour des larmes. J'ai pris le dépliant rose. Je suis monté dans ma chambre et j'ai sorti 2 sacs de sport du placard. J'y ai fourré mes vêtements, mes livres et ma tirelire. J'ai franchi la porte d'entrée le soir même sans dire au revoir. Je savais que me disputer avec eux était une perte de salive. J'allais laisser les résultats parler d'eux-mêmes. J'ai loué une chambre sans fenêtre au-dessus d'un pressing commercial à la périphérie de la ville. L'air de cet appartement avait toujours un léger goût d'amidon industriel et de gaz d'échappement. Mais c'était chez moi. C'était le premier espace de ma vie qui n'appartenait pas à Thierry et Sylvie Dupont. Je n'avais ni fonds de placement ni filet de sécurité de 80 000 €. J'avais 2 sacs de sport et un besoin silencieux et brûlant de prouver que mon esprit valait quelque chose. J'ai compris très vite que dans notre famille, Julien était un investissement et moi un passif. J'ai décidé de financer ma propre réalité. Pour payer mon loyer et mes frais de scolarité, j'ai pris un emploi d'assistante junior dans un salon de coiffure haut de gamme du centre-ville. Mes parents m'avaient tendu un prospectus d'école de beauté comme une insulte, mais j'ai utilisé cette industrie comme un tremplin. 6 jours par semaine, je restais debout pendant 9 heures d'affilée. Je balayais des tas de cheveux coupés.
Je rinçais l'excès de teinture sur le cuir chevelu de femmes fortunées qui portaient des manteaux coûtant plus cher que mon loyer annuel. Mes mains étaient perpétuellement tachées par les produits chimiques, et mes cuticules se fissuraient à cause de l'exposition constante à l'eau chaude et à la décoloration synthétique. L'épuisement physique était une lourde couverture qui s'abattait sur mes épaules à 17 heures, chaque jour que Dieu fait. Parfois, des femmes du club privé de mes parents venaient se faire un brushing. Elles s'asseyaient dans le fauteuil en cuir, voyaient mon visage dans le miroir et m'offraient un sourire pincé, plein de pitié. Elles me demandaient comment allaient mes parents et mentionnaient à quel point tout le quartier était fier de voir Julien intégrer un programme de médecine aussi prestigieux. Je me contentais de sourire, de frotter leur cuir chevelu et d'opiner du chef. Je les laissais penser ce qu'elles voulaient. Je les laissais croire que mon père avait raison à mon sujet. Car à la minute où mon service se terminait, j'enlevais mon tablier taché de décolorant, je prenais un bus de ville pour traverser l'agglomération, et j'entrais sous la lumière fluorescente et crue du bâtiment des sciences de ma petite faculté de banlieue. Les cours du soir étaient remplis de gens comme moi, des gens qui faisaient des doubles journées, qui avaient mal aux pieds et les yeux fatigués, mais qui prenaient des notes méticuleuses jusqu'à 22 heures. Je me suis inscrite à tous les prérequis avancés en chimie et en biologie cellulaire que la faculté proposait. Je m'asseyais au premier rang d'un laboratoire exigu qui sentait le formaldéhyde et la vieille cire pour sol. Je n'avais pas le luxe d'échouer. Chaque heure de cours était payée avec les pourboires que je gagnais en lavant des cheveux. Au cours de mon deuxième semestre, ma professeure de chimie organique, une femme sévère nommée Dr Rousseau, nous a rendu nos examens de mi-parcours. La moyenne de la classe était de octobre 2020. J'ai eu 19,5/20. Elle m'a retenu après le cours ce soir-là. Elle ne m'a pas couvé ni ne m'a fait de louanges vides. Elle a simplement regardé ma copie et m'a demandé pourquoi je perdais mon temps dans une petite faculté de province alors que ma compréhension spatiale des structures moléculaires était meilleure que celle de la plupart des étudiants de master qu'elle avait eus. Je lui ai dit que je comptais changer d'établissement. Elle m'a écrit une lettre de recommandation le soir même. À la fin de ma deuxième année, j'avais maintenu une moyenne générale parfaite avec mention très bien. J'ai soumis mes dossiers de transfert au système universitaire public. Je n'ai pas visé le cursus standard de biologie. J'ai postulé directement pour le programme accéléré de biochimie et j'ai soumis une deuxième candidature pour un poste extrêmement compétitif d'assistante de recherche de premier cycle dans le département d'oncologie. Un mois plus tard, je me tenais dans le couloir étroit devant mon appartement, tenant une épaisse enveloppe portant le sceau de l'université publique de la région. Je l'ai déchiré avec des mains tremblantes. J'étais accepté. Non seulement j'étais admise dans le programme de biochimie, mais on m'avait accordé une bourse complète au mérite. Le fardeau financier s'envolait. Mais, glissée derrière la lettre de bourse, se trouvait une unique feuille de papier impeccable provenant du chef du laboratoire d'oncologie. C'était une lettre d'acceptation pour le poste d'assistante de recherche. Sur 400 candidats, ils en avaient choisi 3. J'étais l'une d'entre eux. Je me suis assise sur le lino bon marché du couloir et j'ai pressé la lettre contre ma poitrine. La validation m'a submergé. Ce n'était pas une aumône. Ce n'était pas un chèque signé par un père riche. C'était la preuve tangible et indéniable que mon cerveau était capable d'assimiler des sciences complexes. Je n'ai pas appelé mes parents. Je ne leur avais pas parlé depuis près de 2 ans, au-delà de quelques textos brefs et gênants pendant les fêtes. Mais un repas dominical approchait en novembre et ma mère m'avait envoyé une invitation formelle à dîner. Je savais que ce n'était pas un véritable rameau d'olivier. C'était une convocation. Il voulait un public pour Julien. J'ai décidé d'y aller. Je voulais observer cette dynamique avec des yeux lucides, maintenant que je possédais ma propre monnaie d'échange secrète. L'air de novembre était glacial lorsque j'ai remonté l'allée parfaitement entretenue de mon enfance. La maison était exactement la même, imposante, immaculée et conçue pour intimider. Je suis entré dans la salle à manger et j'ai immédiatement été frappé par l'odeur du rôti et de la farce coûteuse. La longue table en acajou était dressée avec l'argenterie massive que ma mère ne sortait que pour impressionner les invités. Mon père était assis en bout de table, faisant tournoyer un verre de vin rouge foncé. Julien était assis à sa droite, portant un pull en cachemire impeccable, l'air reposé et arrogant. Ses mains étaient parfaitement manucurées, sans la moindre tache et douces. Je me suis assise en face de lui, cruellement consciente de mes propres mains. Mes jointures étaient sèches, et une légère ombre de teinture pour cheveux violettes s'accrochait encore à l'ongle de mon pouce gauche malgré mon brossage agressif.
Pendant les 40 premières minutes du dîner, j'ai été pratiquement invisible. Toute la conversation était une représentation orchestrée centrée sur Julien. Il tenait court, se plaignant de manière théâtrale des exigences épuisantes de ses travaux pratiques de chimie organique dans l'élite universitaire. Il utilisait un jargon médical, glissant avec désinvolture des mots comme synthèse et titrage dans ses histoires pour avoir l'air de faire autorité. Il a mal prononcé un terme lié à l'apoptose cellulaire. Je l'ai remarqué immédiatement. N'importe quel étudiant de première année en biologie l'aurait remarqué, mais mon père se contentait d'opiner du chef avec une profonde révérence. Julien s'est adossé à sa chaise et a soupiré. La pression est immense, a-t-il dit en buvant lentement une gorgée d'eau. Les professeurs de Descartes attendent un calibre intellectuel que la plupart des gens ne peuvent tout simplement pas soutenir. C'est une bataille constante pour rester en haut de la courbe. Ma mère lui a tapoté le bras, les yeux brillants de fierté. Nous savons à quel point tu travailles dur, Julien, a-t-elle roucoulé. Tu portes l'héritage de la famille. Il faut un esprit brillant pour gérer ce genre de stress. Mon père a levé son verre de vin pour porter un toast silencieux à son fils. Puis, ses yeux ont dérivé à travers la table pour se poser sur moi. La chaleur de son expression s'est évanouie instantanément, remplacée par cette froideur familière et calculatrice. Il a regardé mon pull délavé et les légères cernes sombres sous mes yeux. Il a posé ses coudes sur la table et a offert un sourire moqueur. Alors, Élise, a dit mon père, sa voix tranchant le tintement discret de l'argenterie. Parle-nous de ton programme rigoureux. As-tu appris de nouvelles techniques de balayage fascinantes? Ou peut-être as-tu maîtrisé la science complexe du brushing parfait? Julien a gloussé dans sa serviette. Ma mère a baissé les yeux sur son assiette, jouant le rôle de la pacificatrice mal à l'aise qui appréciait en réalité le conflit. L'ancienne Élise aurait senti sa gorge se serrer. L'ancienne Élise aurait baissé les yeux et absorbé l'humiliation comme s'il s'agissait d'une taxe légitime pour avoir le droit d'exister en leur présence. Mais je suis resté assise là. Je sentais le poids de mon sac en cuir contre ma cheville, sous la table. À l'intérieur de ce sac, zippé dans une poche latérale, se trouvait la lettre officielle portant le sceau du laboratoire de recherche en oncologie de l'université publique. C'était un morceau de papier qui prouvait que j'entrais dans un monde que Julien ne faisait que prétendre conquérir. J'ai regardé mon père. J'ai regardé la satisfaction suffisante sur son visage. J'ai senti l'odeur du décolorant bon marché qui persistait sur ma propre peau. J'ai réalisé à cet instant précis qu'ils ne voulaient pas que je réussisse. Ils ne l'ont jamais voulu. Si je réussissais, cela menacerait le narratif qu'ils avaient construit autour de Julien. Ils avaient besoin que je sois le raté pour qu'ils puissent passer pour le génie. Le silence n'était plus un signe de défaite. C'était un bouclier tactique. J'ai pris mon couteau et ma fourchette, coupant soigneusement un morceau de viande. J'ai soutenu le regard de mon père avec une expression calme et assurée. J'apprends beaucoup de choses, papa, ai-je dit d'une voix parfaitement neutre. Il s'est moqué, reportant son attention sur son vin. Eh bien, essaie de ne pas t'épuiser, a-t-il marmonné. J'ai mâché ma nourriture en silence, regardant Julien se lancer dans une autre histoire inventée de toutes pièces sur son groupe d'études en médecine. Je savais que je n'allais plus jamais me battre pour avoir une place à leur table. J'étais déjà en train de construire la mienne, et j'avais le pressentiment que les fondations du royaume parfait de Julien étaient bien plus fragiles que quiconque ne le réalisait. L'illusion était parfaite pour l'instant, mais les illusions se brisent toujours sous la pression. Je devais juste attendre que le verre se fissure. 6 mois se sont écoulés dans un cycle épuisant de cours magistraux, de garde en laboratoire et de sessions de révision nocturne. La transition de la petite fac de banlieue au centre de recherche en oncologie de l'université publique a été un baptême du feu. Je passais mes journées à analyser des structures cellulaires résistantes et mes nuits à revoir des données cliniques jusqu'à ce que le texte se brouille sur l'écran. Ma vie était réduite à son strict minimum. Je n'avais pas de vie sociale, pas de jours de congé, et à peine assez d'argent pour payer mes courses. Mais je possédais une concentration silencieuse et implacable. Mes mains n'étaient plus tachées par le décolorant synthétique des salons. Elles étaient calleuses à force de manipuler des pipettes microscopiques et des lames de verre stériles. Je m'épanouissais dans l'arène même où mon père jurait que je ne survivrais jamais. Le climat de la région parisienne est devenu brutal fin octobre. Un gel mordant s'est installé sur la ville et les murs fins de mon appartement au-dessus du pressing n'offraient aucune isolation. J'avais besoin des lourds manteaux en laine que j'avais laissés au fond du placard de mon enfance.
J'ai choisi un mardi après-midi pour aller les récupérer. Je savais que mon père serait à son cabinet d'affaires et que ma mère assisterait à son déjeuner caritatif hebdomadaire. Je voulais juste me faufiler, prendre mes vêtements d'hiver et repartir avant que quiconque ne remarque ma présence. J'ai conduit ma vieille berline cabossée dans la banlieue chic. Le contraste entre ma dure réalité et leur monde immaculé n'avait jamais été aussi saisissant. Les pelouses manucurées étaient recouvertes d'une légère couche de givre. L'allée était vide, exactement comme je l'avais prévu. J'ai utilisé ma vieille clé en laiton pour déverrouiller la porte d'entrée. La maison était un musée d'acajou poli, de tapis crème immaculés et d'attente silencieuse. Elle ressemblait moins à un foyer qu'à un décor de théâtre construit pour projeter une illusion de réussite sans faille. Je suis entré dans la cuisine, me dirigeant vers l'escalier de service. Je suis passé devant le lourd îlot en granit où mon père m'avait remis ce prospectus d'école d'esthétique 2 ans plus tôt. Je me suis arrêté. Sur le plan de travail en pierre polie se trouvait une pile de courriers désorganisés. Mes parents étaient généralement méticuleux concernant leur correspondance, mais cette pile était éparpillée, comme si quelqu'un l'avait jetée là à la hâte. Une enveloppe se détachait près du bord. C'était un papier cartonné crème épais portant le sceau officiel de la scolarité de la faculté de médecine de Paris-Descartes. Elle était déchirée. Je n'avais pas l'intention de fouiner, mais la lettre était à moitié sortie de l'enveloppe et le tampon rouge vif en haut de la page a attiré mon attention, exclusion définitive. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. J'ai tendu la main et j'ai tiré le lourd parchemin de sa pochette. J'ai parcouru le texte dactylographié formel. Les mots étaient cliniques, précis et dévastateurs. Julien n'avait pas seulement échoué à une seule matière. Il avait été placé sous probation académique 1 an auparavant. Il avait échoué 3 semestres consécutifs dans les cours fondamentaux de première année de médecine. Sa moyenne générale avait chuté en dessous du seuil institutionnel. L'université mettait officiellement un terme à son inscription. Je suis resté figé sur le parquet, lisant les détails de son relevé de notes. La chronologie s'est mise en place. En novembre dernier, lors du repas dominical, quand Julien plastronnait et se vantait des exigences épuisantes de ses travaux pratiques de chimie organique, il était déjà en situation d'échec. Lorsqu'il était assis là à se plaindre du calibre intellectuel requis pour survivre dans l'élite, il était activement en train de couler. Il avait construit une forteresse de mensonges juste là, à la table de la salle à manger, et mes parents avaient applaudi sa performance. Le bruit du moteur de la porte du garage a brisé le silence de la maison. Je n'ai pas eu le temps de remettre la lettre en place. La lourde porte reliant la cuisine au garage s'est ouverte. Mon père est entré, vêtu de son costume anthracite sur mesure, tenant une mallette en cuir. Ma mère le suivait de près, agrippant une poignée de sacs de shopping de boutiques de luxe. Ils se sont arrêtés net en me voyant près de l'îlot. Leurs yeux sont descendus vers le blason universitaire sur le papier que je tenais à la main. Je pensais que la vérité remettrait les compteurs à zéro. Je m'attendais à voir l'effondrement sur leur visage. Je m'attendais à ce que le poids lourd et écrasant de la réalité brise enfin le piédestal en or qu'ils avaient construit pour mon frère. Je pensais que mon père regarderait les décombres de son investissement de 80 000 € et réaliserait enfin que sa précieuse hiérarchie était une escroquerie. J'étais profondément naïve. Mon père n'avait pas l'air honteux. Il avait l'air acculé, et un homme acculé est dangereux. Il a laissé tomber sa mallette sur le sol. Il a traversé la cuisine en 3 grandes enjambées, ses chaussures de ville claquant sèchement contre le carrelage. Il a tendu la main et a arraché le lourd parchemin de mes doigts. Le papier s'est légèrement déchiré dans le coin. Il l'a lissé contre le plan de travail en granit, la mâchoire rigide et la respiration lourde. Il a exigé de savoir ce que je faisais, a fouillé dans le courrier familial confidentiel. Sa voix était un grondement de tonnerre sourd et menaçant. Je n'ai pas reculé. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit que son fils avait échoué. J'ai pointé le doigt vers le papier et j'ai dit que Julien ne gérait pas une pression immense. Julien était renvoyé. Il avait échoué 3 semestres consécutifs pendant que vous vous moquiez de moi parce que je lavais des cheveux. C'est là que l'illusion s'est solidifiée en quelque chose de terrifiant. Mon père a réajusté sa cravate en soie hors de prix. Il a érigé un mur de briques de déni juste devant mon visage. Il a déclaré que Julien gérait simplement une transition complexe. Il a utilisé son ton autoritaire d'entreprise, celui conçu pour faire flétrir et mourir les arguments opposés.
Il m'a dit que la structure académique traditionnelle était bien trop rigide pour un esprit visionnaire comme celui de son fils. Il a affirmé que Julien prenait une brève année sabbatique pour lancer une start-up innovante en biotechnologie. Il m'a littéralement regardé dans les yeux et a dit que l'université manquait simplement de vision pour s'adapter aux étudiants entrepreneurs. C'était un retournement de situation époustouflant. Mon père prenait un échec académique catastrophique et le recadrait comme un acte de génie incompris. Il était prêt à financer un mensonge éhonté plutôt que de reconnaître une seule vérité inconfortable. Ma mère s'est avancée. Elle a laissé tomber ses sacs de course sur le sol immaculé. Elle m'a regardé, non pas avec du chagrin pour son fils ruiné, mais avec un mépris pur et non dissimulé pour sa fille. Elle a sifflé que j'avais hâte de trouver quelque chose à utiliser contre lui. Sa voix, habituellement dégoulinante d'une douceur condescendante, était maintenant tranchante et cruelle. Elle m'a traité de médiocre. Elle m'a accusé de nourrir une jalousie hideuse et profondément enracinée envers mon frère depuis l'enfance. Elle a dit que j'étais entré chez eux sans y être invité, juste pour détruire la seule personne de notre famille destinée à la grandeur. La pièce a légèrement tangué. La réalité froide et dure m'a submergé. Aucune de mes réussites ne pèserait jamais plus lourd que leur besoin désespéré de vénérer Julien. Si Julien échouait, il réécrirait simplement les règles du succès pour s'accommoder de son échec. Si je réussissais, ils ignoreraient tout simplement les règles du jeu. Ils ne voulaient pas d'une fille capable de rivaliser avec leur enfant chéri. Ils voulaient un bouc émissaire pour absorber ses ombres. J'ai réalisé à cet instant précis qu'argumenter nécessitait de partager une même réalité. Nous ne partagions pas de réalité. Ils vivaient dans un fantasme façonné sur mesure où Julien était un roi et moi une paysanne. J'ai décidé sur le champ que j'en avais fini d'essayer de prendre leur château d'assaut. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'ai pas versé une seule larme. J'ai regardé ces deux-là, se tenant épaule contre épaule, protégeant un mensonge qui était activement en train de ruiner leur avenir. Je leur ai dit qu'ils pouvaient garder leur manteau d'hiver. Je me suis retourné et j'ai franchi la porte d'entrée. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai descendu l'allée et je suis monté dans ma voiture froide. J'ai démarré le moteur et allumé le chauffage. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai ouvert l'application de mon opérateur mobile et j'ai navigué vers les paramètres du compte. J'ai tapé sur l'écran et demandé un changement permanent de mon numéro de téléphone. J'ai coupé le cordon numérique. J'ai effacé leur capacité à me joindre pour toujours. J'ai mis la voiture en marche avant et je me suis éloigné des pelouses manucurées et des grandes maisons. J'ai roulé en direction de l'horizon industriel et brut de la ville. Je retournais au laboratoire. Je retournais au seul endroit au monde où les faits comptaient plus que la lignée. Les sciences ne mentent pas. Les sciences ne font pas de favoritisme. Elles ne récompensent que la vérité. Et j'étais sur le point de plonger si profondément dans la vérité que le monde médical tout entier n'aurait d'autre choix que d'apprendre mon nom. J'ai garé ma berline cabossée dans le parking en béton derrière l'hôpital de recherche de l'université publique. L'enseigne au néon rougeoyante des urgences illuminait le ciel sombre de novembre. J'ai franchi les portes coulissantes en verre, passé mon badge d'identification en plastique et pris le monte-charge jusqu'à l'aile de recherche en oncologie. L'air, là-haut, était différent. Il sentait l'alcool stérile, les boîtes de gélose et le désinfectant pour sol. C'était une odeur froide et tranchante, mais pour moi, c'était l'odeur du sanctuaire. J'ai troqué mon manteau d'hiver contre une blouse blanche et je suis entré dans le laboratoire principal. La pièce était une vaste étendue de tables en acier inoxydable, de centrifugeuses bourdonnantes et d'écrans d'ordinateurs lumineux. C'était le domaine du docteur Valérie Moreau. C'était une pionnière de l'immunothérapie cellulaire ciblée et l'être humain le plus exigeant que j'ai jamais rencontré. Le docteur Moreau était une femme d'une cinquantaine d'années, aux yeux gris perçants, avec une coupe au carré strict et l'habitude de porter des mocassins en cuir éraflé. Elle s'était hissée à la force du poignet dans un domaine médical dominé par les hommes des décennies plus tôt et n'avait aucune patience pour l'ego ou la fragilité. Elle se moquait éperdument du pédigré de la famille Dupont. Elle se moquait bien que mon frère soit soi-disant un génie à Paris Descartes. Elle ne se souciait que de la précision, de la discipline et des données vérifiables. Lors de ma première semaine, elle m'avait tendu une pile imposante de résultats d'essais cliniques provenant d'une étude pharmaceutique ratée. Elle m'avait dit de trouver la faille dans la méthodologie et s'était éloignée. Il m'a fallu 3 jours à sauter des repas et à dormir sur un lit de camp étroit dans la salle de pause,
mais j'ai trouvé l'erreur statistique enfouie dans les données du groupe de contrôle. Quand je lui ai remis mon rapport, elle l'a lu en silence, l'a jeté sur son bureau et a hoché la tête une fois. À partir de ce moment, elle m'a poussé plus fort que n'importe qui d'autre dans le département. Les 2 années suivantes sont devenues un tourbillon de quêtes académiques et scientifiques acharnées. Je vivais pratiquement à l'intérieur de ce laboratoire. Je faisais des doubles gardes, exécutant des dosages et enregistrant des réactions moléculaires. Quand les fêtes d'hiver sont arrivées, je n'ai pas décoré de sapin ni assisté à des soirées festives. J'ai passé la veille de Noël à cartographier des structures protéiques en mangeant des biscuits rassis du distributeur automatique. J'ai passé le jour de l'an à calibrer des microscopes électroniques. J'ai déversé chaque once de rejet, de mépris et de comparaison toxique de mon enfance directement dans ces boîtes de pétri. Mes parents m'avaient dit que je manquais d'intellect pour ce monde. Alors, j'ai décidé d'en apprendre chaque micromillimètre. La fatigue cuisante dans mes yeux et la douleur permanente dans le bas de mon dos étaient des médailles d'honneur. Notre projet principal se concentrait sur les cellules de lymphome résistantes. Nous essayions de comprendre pourquoi certaines tumeurs agressives possèdent la capacité de repousser les attaques ciblées du système immunitaire. Le taux d'échec de nos expériences était faramineux. Des semaines de préparation se soldaient régulièrement par des cellules mortes et des données inutiles. C'était un travail frustrant et fastidieux qui brisait le moral de nombreux étudiants-chercheurs. Mais j'étais immunisé contre ce genre de frustration. J'avais passé 2 décennies à vivre dans une maison où faire de mon mieux n'était jamais suffisant. Une expérience ratée dans un laboratoire n'était rien comparé à l'échec quotidien d'essayer de gagner l'amour de mon père. C'est arrivé un mardi soir tranquille, fin mars. Le laboratoire était entièrement vide. Les seuls bruits étaient le bourdonnement bas et rythmé du système de ventilation et le doux vrombissement des unités de réfrigération. L'horloge murale indiquait 3h14 du matin. J'effectuais un dépistage de routine sur un nouveau lot de cellules résistantes que nous avions mis en présence d'une enzyme expérimentale. J'ai préparé la lame de verre, l'ai placée soigneusement sous le microscope électronique, et me suis penché en avant pour regarder à travers la double lentille. J'ai ajusté la molette de mise au point, faisant apparaître l'univers microscopique avec une netteté absolue. Je m'attendais à voir la séquence habituelle. Je m'attendais à ce que les cellules tumorales restent intactes, leurs parois externes rigides déviant l'enzyme synthétique exactement comme elles l'avaient fait 100 fois auparavant. Mais l'image sur l'écran était différente. J'ai cligné des yeux, frottant mes yeux fatigués, et je me suis penché à nouveau. Les cellules ne faisaient pas que mourir. Les chaînes protéiques structurelles se détricotaient dans une cascade rapide et séquentielle. Cela ressemblait à une fermeture éclair microscopique que l'on ouvrait. L'enzyme synthétique n'attaquait pas la paroi cellulaire de l'extérieur. Elle déclenchait un récepteur spécifique qui poussait la tumeur à démanteler ses propres défenses de l'intérieur. C'était un effet domino que personne dans notre département n'avait jamais théorisé, et encore moins documenté. Mon cœur a frappé contre mes côtes. Le bruit sourd et rythmé résonnait dans mes oreilles, assourdissant le bourdonnement de l'équipement du laboratoire. Je me suis reculé du microscope. Le fantôme de mon père a envahi mon esprit. Sa voix autoritaire et tonitruante chuchotait que je faisais une erreur de débutante. Il me disait que j'étais une recalée d'école d'esthétique regardant un échantillon contaminé. Il me disait que mon cerveau n'était tout simplement pas équipé pour comprendre la biochimie de haut niveau et que je voyais une illusion née de l'épuisement pur et simple. J'ai refusé de laisser sa voix gagner. J'ai forcé ma respiration à ralentir. Je me suis reposé sur la discipline froide et implacable que le docteur Moreau m'avait inculquée. Je me suis levé, j'ai marché vers la haute afflux laminaire stérile et j'ai préparé un deuxième échantillon de 0. J'ai été méticuleuse. J'ai mesuré les réactifs chimiques avec une précision angoissante. J'ai placé la nouvelle lame sous l'objectif. Exactement la même séquence de détricotage s'est produite. J'ai lancé l'analyse une 3e fois en utilisant un lot de contrôle entièrement différent, juste pour éliminer la possibilité d'une contamination croisée de l'équipement. Je me tenais là, dans le laboratoire silencieux et lumineux à 4h du matin, regardant les cellules tumorales se dégrader. Les données étaient indéniables. La voix était réelle. Mes mains tremblaient lorsque j'ai glissé la main dans la poche de ma blouse pour en sortir mon téléphone portable. J'ai fait défiler l'écran jusqu'au numéro personnel du docteur Moreau. Appeler une chef de département avant l'aube était un moyen rapide de se faire renvoyer si l'urgence n'était pas réelle. J'ai appuyé sur le bouton d'appel et porté le haut-parleur à mon oreille.
Elle a décroché à la 4e sonnerie. Sa voix était empâtée par le sommeil et l'irritation. Elle a exigé de savoir qui appelait. J'ai gardé une voix stable. Docteur Moreau, ai-je dit, j'ai besoin que vous veniez au laboratoire tout de suite. Je menais l'essai sur les récepteurs de lymphocytes T sur le lot résistant. Les chaînes protéiques se dégradent. Elles se détricotent de l'intérieur. Il y a eu un lourd silence à l'autre bout du fil. L'irritation a disparu, remplacée par une concentration vive et intense. Ne touchez pas à l'échantillon, a-t-elle ordonné. Je pars de chez moi tout de suite. J'ai fait les 100 pas dans le laboratoire pendant 20 minutes angoissantes. Chaque seconde qui s'écoulait étirait mes nerfs à vif. Et si j'avais mal interprété les données visuelles? Et si le mélange d'enzymes était intrinsèquement défectueux? La porte de l'aile s'est enfin ouverte. Le docteur Moreau est entré dans la pièce à grands pas. Elle portait un trench coat beige sur un pantalon de survêtement gris, les cheveux tirés en un chignon désordonné et mal peigné. Elle ne m'a pas dit un mot. Elle est passée directement devant mon bureau, a jeté ses clés sur le plan de travail et s'est assise devant le microscope électronique. Je me tenais à un demi-mètre derrière elle, retenant mon souffle. Elle a regardé à travers les lentilles. Le silence dans la pièce est devenu profond. 10 bonnes minutes se sont écoulées. Elle a ajusté le grossissement. Elle a balayé la lame, examinant la matière cellulaire dégradée. Elle a basculé l'affichage numérique sur le moniteur secondaire pour examiner les taux de dégradation numérique. J'ai regardé sa posture changer. La tension dans ses épaules est retombée. Le docteur Moreau s'est lentement adossé à sa chaise. Elle a enlevé ses lunettes de lecture et les a laissées pendre à la chaîne autour de son cou. Elle s'est retournée pour me faire face. L'expression sévère et impitoyable qu'elle arborait d'habitude avait disparu. Elle m'a regardé avec un respect silencieux et profond. « Élise » a-t-elle chuchoté, sa voix portant à peine par-dessus le bourdonnement des machines. « Comprenez-vous ce que vous venez de trouver ?» J'ai hoché la tête, incapable de formuler une phrase cohérente. C'est le genre de découverte qui déclenche le côté sombre et laid de la médecine universitaire. Dans de nombreuses institutions prestigieuses, un scientifique de haut rang s'emparerait d'une telle avancée, la revendiquerait comme sienne et enterrerait le nom de l'assistante de premier cycle dans la minuscule section des remerciements à la fin du rapport. Mon père aurait fait exactement cela. Il aurait volé la réussite et l'aurait justifié comme étant son droit en vertu de l'autorité hiérarchique. Le docteur Moreau s'est levé. Elle a marché vers le tableau blanc sur le mur du fond, a pris un marqueur noir et a effacé une section de nos notes de planification hebdomadaire. En grosses lettres épaisses, elle a écrit le titre de notre nouveau sous-projet. Sous le titre, elle a écrit « Chercheuse principale », suivi de mon nom. « C'est vous qui avez trouvé la voie », a-t-elle déclaré fermement. « C'est vous qui avez vérifié la séquence. Je guiderai les paramètres de l'essai clinique, mais ce sont vos données. Nous allons cartographier chaque variable de cette réaction, et ensuite nous allons la publier. » La validation m'a frappé avec la force d'un raz-de-marée. C'était l'exact opposé de la trahison que j'avais vécue à la table de ma famille. On ne m'effaçait pas pour protéger l'ego fragile de quelqu'un. On m'élevait parce que mon travail méritait cette élévation. J'ai regardé mon nom écrit à l'encre noire sur ce tableau blanc. C'est à ce moment-là que la fille effrayée et rejetée de la banlieue chic a véritablement disparu. Au cours des 6 mois suivants, notre équipe a travaillé avec une intensité frisant l'obsession. Nous avons exécuté des milliers de variations, cartographiant le mécanisme exact de la dégradation cellulaire. Nous avons compilé des montagnes de preuves évaluées par des pairs. Nous préparions un manuscrit pour la publication médicale la plus rigoureuse du monde. Pendant ce temps, de retour dans son quartier aux pelouses manucurées, Thierry Dupont continuait à jouer son rôle de patriarche intellectuel distingué, ignorant joyeusement que la fille dont il s'était débarrassé était sur le point de faire exploser toute sa vision du monde. La trajectoire de collision était fixée et la méthode de livraison attendait actuellement dans une imprimerie d'être expédiée par la poste. L'aboutissement de nos recherches ne s'est pas fait du jour au lendemain. Ce fut un marathon brutal et angoissant de révision par les pairs et d'examens minutieux et incessants. Lorsque vous prétendez avoir découvert une nouvelle voie qui force les tumeurs agressives à démanteler leur propre défense, l'establishment médical mondial ne vous croit pas simplement sur parole. Ils exigent une méthodologie sans faille. Pendant 24 mois, notre équipe a subi un barrage d'audits de la part de biologistes cellulaires indépendants et d'oncologues de haut niveau. Ils ont essayé de trouver une marge d'erreur.
Ils ont essayé de prouver que nos modèles statistiques étaient défectueux. Nous avons soumis nos données brutes, les paramètres de nos essais cliniques et les mesures de notre groupe de contrôle au comité académique le plus impitoyable qui soit. Pendant ce temps, le docteur Moreau a mené une guerre silencieuse en mon nom. Le conseil d'administration de l'hôpital de recherche a tenté de réattribuer le mérite principal de la découverte à un chef de département senior. Ils ont soutenu qu'inscrire une étudiante de premier cycle comme chercheuse principale sur une étude oncologique révolutionnaire nuirait à la crédibilité de l'institution. Le docteur Moreau est entré dans la réunion du conseil d'administration avec une boîte contenant les registres de notre laboratoire. Elle a posé la boîte sur la table de conférence en acajou et a informé le conseil que s'il modifiait la hiérarchie des auteurs, elle emporterait ses subventions, ses brevets et son équipe de recherche dans une université concurrente. Le conseil a reculé. Nous avons soumis notre manuscrit final au prestigieux journal européen de médecine. C'est le summum de la publication médicale. Une lettre d'acceptation de leur comité de rédaction équivaut à un couronnement scientifique. 3 mois plus tard, l'email est arrivé dans la boîte de réception du docteur Moreau. Elle a imprimé la lettre de confirmation, a marché jusqu'à mon poste de travail stérile et a posé le papier sur mon clavier. Le manuscrit était accepté pour le prochain numéro trimestriel. Aucune révision n'était demandée. Juste là, en lettres noires et en gras, figurait le format de citation officielle, Élise Dupont, licence S-Sciences, chercheuse principale. J'ai tracé les lettres de mon nom avec mon doigt ganté. J'avais forgé ma propre identité dans le creuset de ce laboratoire. Pendant que je réécrivais les règles de l'immunothérapie ciblée, mon père essayait désespérément de maintenir son illusion de supériorité dans sa riche banlieue. Thierry Dupont avait construit toute son identité autour de la perception de sa domination intellectuelle et financière. Mais les fondations de son royaume perdaient de l'argent à vue d'œil. La fausse start-up en biotechnologie de Julien n'était rien de plus qu'un trou noir de dettes. Mon frère ne possédait aucun sens des affaires et zéro expertise scientifique. Il avait loué des bureaux haut de gamme, embauché une agence de marketing de niche et passé ses journées à assister à des déjeuners de réseautage hors de prix tout en ne produisant absolument aucun produit concret. Pour financer cette mascarade, mes parents avaient discrètement liquidé une part importante de leur portefeuille de retraite. Ils avaient contracté une deuxième hypothèque sur leur maison bourgeoise immaculée. Ils se noyaient dans les conséquences d'avoir misé tout leur héritage sur le mauvais enfant. Mais mon père refusait de montrer la moindre fissure dans la façade. Il redoublait d'efforts dans ses habitudes prétentieuses. Thierry adorait tenir court dans son club de golf privé. Il se tenait près du bar en chêne, faisant tournoyer un verre de bourbon onéreux, discutant du marché boursier et des avancées médicales avec des chirurgiens et des cadres d'entreprise. Il voulait être perçu comme un père par l'élite scientifique. Pour entretenir cette aura spécifique, il payait plusieurs abonnements coûteux à des revues médicales de haut niveau. Il parcourait les résumés, surlignait des termes cliniques complexes et glissait ses expressions dans les conversations lors des dîners mondains. Il utilisait le langage de la médecine comme un accessoire pour gonfler son propre ego et pour rappeler à ses voisins le prétendu génie de son fils. C'était un mardi après-midi, au début de l'automne, lorsque le numéro trimestriel du journal européen de médecine est arrivé dans sa boîte aux lettres. Les arbres qui bordaient sa rue manucurée prenaient des teintes vives d'orange et d'or. Mon père a garé sa berline de luxe dans l'allée, est sorti dans l'air vif et a récupéré la pile d'enveloppes sur le pilier en briques. La revue était lourde, reliée avec un papier épais et glacé. Il est entré dans la maison calme et vide. Ma mère était sortie assister à une vente aux enchères caritatives pour maintenir leurs apparences sociales. Julien était soi-disant à une réunion de présentation avec des investisseurs en capital risque. Thierry a desserré sa cravate en soie et est entré dans son bureau privé. La pièce était un monument à sa vanité, bordée de volumes reliés en cuir qu'il ne lisait jamais, et de photographies encadrées de lui-même serrant la main de politiciens locaux. Il s'est dirigé vers la carafe en cristal sur sa table d'appoint. Il s'est versé 2 doigts d'un whisky single malt de 18 ans d'âge. Il appréciait ces moments calmes de supériorité intellectuelle perçue. Il s'est assis dans son fauteuil à oreilles en cuir préféré, a posé son verre sur un sous-verre en liège et a ouvert la revue médicale. Il avait l'intention de trouver un article dense sur la biologie cellulaire, quelque chose qu'il pourrait vaguement mentionner pendant sa partie de golf le lendemain matin. Il a feuilleté l'introduction de la rédaction et parcouru le sommaire. Ses yeux se sont arrêtés sur l'article vedette du mois, une nouvelle voie dans l'immunothérapie ciblée par lymphocyte T. C'était exactement le genre d'avancée de haut niveau qu'il vénérait. Il a tourné à la page 42.
Thierry a commencé à lire le résumé. Le texte était incroyablement dense, détaillant la dégradation précise des cellules de lymphome résistantes via une séquence protéique nouvellement identifiée. Il a lu la méthodologie en articulant silencieusement la terminologie complexe. Il était sincèrement impressionné par l'ampleur des données. Il ressentait cette poussée familière d'arrogance par procuration, simplement pour avoir compris les concepts de base de l'étude. Puis, il a atteint la fin du résumé. Ses yeux sont descendus vers les crédits des auteurs imprimés dans une police grasse et nette, juste au-dessus du texte principal. Il a lu le nom du chercheur principal. Il a cessé de respirer. Le silence dans son bureau en acajou a soudainement semblé suffocant. Il a enlevé ses lunettes de lecture en écaille. Il a sorti un chiffon en microfibre de sa poche de poitrine, a essuyé les verres avec des mouvements lents et délibérés, et a remis les lunettes sur son visage. Il s'est penché plus près de la page sur papier glacé. L'encre n'avait pas changé. Les lettres restaient dans leur formation exacte et indéniable. Élise Dupont, licence S-Sciences, chercheuse principale, suivie de docteur. Valérie Moreau, département d'oncologie, institut de recherche de l'université publique. La réaction physique fut viscérale. Ses mains ont commencé à trembler. Cela a commencé comme une vibration subtile dans ses doigts et a rapidement dégénéré en un tremblement violent et involontaire. Il a tendu la main vers son verre de whisky, ayant besoin de la brûlure de l'alcool pour s'ancrer, mais ses doigts manquaient de coordination. Ses jointures ont effleuré le lourd bord en cristal. Le verre a basculé. Le liquide ambré s'est répandu sur la table d'appoint en acajou poli, dégoulinant le long du bois sculpté pour s'imprégner dans son onéreux tapis perçant. Il n'a même pas tressailli. Il n'a pas cherché une serviette. Il fixait la page. Son esprit essayait désespérément de rejeter l'information visuelle. Il a essayé de la rationaliser. Il s'est dit que c'était un nom courant. Il s'est dit qu'il y avait des milliers d'étudiants en biologie dans le pays. Il s'est dit que la fille à qui il avait tendu un prospectus d'école d'esthétique, la fille qu'il avait chassée de chez lui pour être un poids mort et médiocre, ne pouvait pas posséder l'esprit d'une révolution médicale. Sa main tremblante a fouillé dans la poche de son costume et en a sorti son téléphone. Il a ignoré ses contacts récents et a composé le numéro de ma mère. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Le bruit de fond était rempli du bavardage poli de son événement caritatif. Thierry, a-t-elle dit, sa voix portant une trace d'agacement. Je suis en plein milieu des enchères silencieuses. Quelque chose ne va pas? Sylvie, a-t-il balbutié. Sa voix était totalement dépourvue de son autorité tonitruante habituelle. Elle semblait faible et creuse. Je suis en train de regarder le journal européen de médecine, le nouveau numéro. Thierry, s'il te plaît, a-t-elle soupiré. Tu sais bien que je me fiche de tes magazines en ce moment. Sylvie, écoute-moi, a-t-il lâché, la voix brisée. L'article principal. Le chercheur principal. C'est son nom. C'est son nom, Sylvie. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Le bavardage en fond s'est estompé à mesure que ma mère s'isolait dans un couloir calme. Son nom, a-t-elle demandé. Élise? Thierry, ne sois pas ridicule. Elle lave des cheveux dans un salon à Paris. C'est une coïncidence. Sais-tu combien d'Élise Dupont existent rien que dans cette région? Tu laisses ton imagination s'emballer. Il n'a pas répondu. Il a laissé tomber le téléphone sur ses genoux, mettant fin à l'appel. Il avait besoin d'une confirmation visuelle. Il avait besoin de se prouver que l'univers ne venait pas de s'inverser. Il a ouvert son ordinateur portable, le posant sur ses genoux. Il a ouvert un navigateur Internet et a tapé le nom de l'Institut de recherche oncologique de l'université publique dans la barre de recherche. Ses doigts ont glissé sur les touches, l'obligeant à corriger son orthographe 2 fois. Il a navigué vers l'annuaire de la faculté et du personnel. Il a cliqué sur le département d'immunothérapie cellulaire. Une grille de portrait professionnel est apparue à l'écran. Il a fait défiler après le chef de département. Il a fait défiler après le docteur Moreau, et puis il s'est arrêté. La photographie a chargé en haute résolution. C'était une photo prise 3 mois plus tôt dans la cour de l'hôpital. Je portais une blouse de laboratoire blanche impeccable par-dessus un chemisier bleu marine ajusté. Ma posture était parfaitement droite. Mon menton était relevé. Je regardais directement l'objectif de l'appareil photo avec un sourire calme,
confiant et imperturbable. Sous la photographie, les titres de compétences étaient dactylographiés en lettres grises et austères, Élise Dupont, chercheuse clinique principale. L'écran brillait, se reflétant sur le visage pâle de mon père. L'illusion qu'il avait passé toute sa vie à construire, la hiérarchie qui les plaçait, lui et Julien, au sommet de la réussite humaine, s'était effondrée en quelques secondes. La fille qu'il disait trop stupide pour les sciences le regardait droit dans les yeux depuis le sommet de son propre monde vénéré. Le verre ne s'était pas contenté de se fissurer, il s'était entièrement brisé. Et je savais que les gens comme mon père ne s'éloignent pas simplement du verre brisé. Ils essaient de le balayer et de prétendre que ce sont eux qui ont construit la fenêtre. Ils allaient venir me chercher. 7 jours après l'arrivée de la revue médicale dans les kiosques, l'Institut de recherche de l'université publique organisait son symposium clinique annuel. Ce n'était pas un rassemblement académique mineur ou un simple événement sur le campus. L'auditorium était une merveille architecturale tentaculaire construite en verre trempé et en boiseries acoustiques, conçue spécifiquement pour accueillir des lauréats du prix Nobel et des titans de l'industrie. La liste des invités était très restreinte et impitoyablement sélectionnée. Les gradins étaient remplis de hauts dirigeants de l'industrie pharmaceutique, d'investisseurs en capital risque à la recherche de la prochaine percée médicale lucrative, et des oncologues les plus distingués du continent. L'air du lieu bourdonnait d'une anticipation silencieuse, avec des enjeux colossaux. Des millions d'euros en subventions de recherche, acquisition d'entreprises et brevets médicaux étaient régulièrement négociés et décidés dans cette salle même. La pression était un poids physique qui s'abattait sur tous ceux qui franchissaient les doubles portes. Je me tenais en coulisses, dans l'isolement calme de la loge, attendant la fin du discours d'ouverture. Je portais un tailleur bleu marine sur mesure et une chemise blanche à col impeccable. Mes cheveux étaient tirés en un chignon lisse et pratique. J'ai baissé les yeux vers mes mains posées sur mon porte-documents en cuir. Les sévères brûlures chimiques et les taches de décolorant irrégulières du salon de coiffure avaient disparu depuis longtemps, remplacées par les légères callosités d'une chercheuse en laboratoire dévouée. Je ressentais un profond sentiment de calme s'installer sur mes nerfs. 4 ans plus tôt, j'étais une fille terrifiée, préparant un sac de sport au milieu de la nuit, s'avançant dans une amère soirée d'hiver sans aucun filet de sécurité financière. J'avais échangé les attentes étouffantes de ma famille contre la froideur impitoyable d'un appartement sans fenêtre au-dessus d'un pressing. Aujourd'hui, j'étais la conférencière principale d'un congrès médical mondial. La peur qui dictait autrefois chacune de mes décisions avait totalement disparu. La seule chose qui restait dans mon esprit, c'était les données. Le docteur Valérie Moreau se tenait à côté de moi, tenant un porte-bloc et une radio de communication sans fil. Elle portait ses fameux mocassins en cuir éraflé et un élégant blazer gris. Elle m'a regardé de la tête aux pieds et m'a offert un rare sourire sincère. Elle a ajusté le revers de mon tailleur bleu marine et m'a dit d'aller sur cette scène et de montrer à l'establishment médical exactement ce qui se passe quand on sous-estime les gens discrets. Les haut-parleurs de l'auditorium ont grésillé. Le chef de département a prononcé son discours d'ouverture et a présenté le docteur Moreau, qui s'est alors avancé vers le pupitre. Elle n'a pas fait perdre de temps au public avec des anecdotes fleuries ou des amabilités académiques. Elle a parlé directement de la nature tenace et résiliente des lymphomes résistants et des décennies d'essais cliniques ratés qui avaient frustré la communauté médicale. Puis, elle a changé de ton. Elle a annoncé que la percée révolutionnaire à laquelle ils allaient assister ne venait pas d'un haut cadre ou d'un médecin de longue date. Elle venait d'une étudiante chercheuse acharnée et brillante qui avait refusé d'accepter les paramètres standards de l'échec. Elle s'est penchée vers le microphone et a appelé mon nom, Élise Dupont. Les applaudissements de la foule ont été polis, mesurés et intensément curieux. Je suis sorti de derrière le lourd rideau de velours. Les projecteurs de la scène m'ont aveuglé pendant une fraction de seconde, jetant un voile blanc et brillant sur ma vision et cachant les visages dans la foule. Je me suis approché du pupitre en acrylique transparent, j'ai ajusté le fin microphone à ma taille et j'ai posé ma télécommande de présentation sur la surface inclinée. Le brouillard aveuglant des projecteurs s'est dissipé, et les centaines de visages dans les gradins sont apparus avec une netteté absolue. J'ai cliqué sur la télécommande. L'écran numérique géant derrière moi s'est illuminé avec une image microscopique en haute résolution des cellules tumorales en cours de dégradation. J'ai commencé ma présentation. Ma voix a résonné dans la vaste salle à l'acoustique parfaite, claire et stable à travers le système audio de pointe. J'ai expliqué le séquençage protéique complexe. J'ai détaillé les réactions enzymatiques synthétiques spécifiques et le processus de démantèlement des récepteurs.
Je dominais la pièce avec l'autorité naturelle et inébranlable de quelqu'un qui avait passé 2 années épuisantes à disséquer le tissu même de la maladie. Je voyais des chirurgiens chevronnés opiner du chef en signe d'accord. Je voyais des représentants pharmaceutiques prendre des notes frénétiques sur leurs tablettes numériques. 10 minutes après le début de mon intervention, j'ai employé une technique standard de prise de parole en public pour capter l'attention de la salle. J'ai balayé lentement le public du regard pour établir un contact visuel direct avec les participants de haut rang des premiers rangs. Mon regard a parcouru l'allée gauche, dépassant une rangée d'investisseurs en costume gris coûteux. Puis, mes yeux se sont verrouillés sur la section VIP centrale, réservée exclusivement aux invités de marque de l'université. Mon cœur a frappé contre mes côtes si fort que mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Assis au 2e rang, directement dans mon champ de vision, se trouvaient Thierry, Sylvie et Julien Dupont. Ils n'étaient pas censés être là. Le symposium exigeait des accréditations sectorielles exclusives et préapprouvées pour y entrer, mais Thierry avait passé toute sa vie d'adulte à forcer le passage dans des pièces qui ne lui appartenaient pas. Il s'était probablement servi de son titre de dirigeant d'entreprise, avait fait jouer ses relations au bureau d'accueil et inventé une histoire larmoyante sur le fait d'être le fier papa de la conférencière principale pour contourner les protocoles de sécurité. Mon père était assis sur le bord extrême de son siège en velours somptueux. Il tenait son smartphone hors de prix bien haut, enregistrant chacun de mes mots. Il ne regardait pas les données scientifiques complexes affichées sur l'écran derrière moi. Il regardait autour de lui, observant les médecins distingués et les cadres pharmaceutiques assis près de lui, jouant le rôle du patriarche visionnaire. Il hochait la tête à mes explications chimiques comme s'il me les avait personnellement enseignées dans son bureau en acajou. Il diffusait sa fausse appropriation de ma réussite à tous ceux qui voulaient bien lui prêter attention. Il voulait que la foule d'élite associe ma brillance à sa génétique. Ma mère était assise à côté de lui, portant un foulard en soie de créateur et un rang de perles authentiques. Elle vibrait littéralement sur sa chaise, penchée en avant avec de grands yeux brillants. Elle joignait les mains dans une admiration silencieuse et exagérée à chaque fois que je passais à une nouvelle diapositive montrant une dégradation cellulaire réussie. C'était une performance théâtrale parfaite de dévouement maternel. Elle ressemblait à une femme qui avait passé sa vie entière à soutenir les rêves scientifiques de sa fille, et non à une femme qui avait suggéré que l'esthétique était la limite absolue de mes capacités mentales. Et puis, il y avait Julien. Mon frère aîné était assis de l'autre côté de ma mère. Il ressemblait à un fantôme creux hantant sa propre vie. Le costume de créateur sur mesure qu'il portait flottait lâchement sur sa carrure, soulignant une perte de poids soudaine et maladive. Sa peau était pâle et sa posture était rigide et défensive. Il n'avait pas l'air fier ni émerveillé. Il avait l'air physiquement malade. Il me fixait derrière le pupitre, et ses yeux étaient sombres d'un ressentiment amer et étouffant. L'enfant chéri par excellence était assis dans le public, forcé de regarder la sœur dont il s'était impitoyablement moqué donner une place de maître à l'élite médicale mondiale. C'était un étudiant ayant abandonné la fac, noyé sous les dettes croissantes d'une start-up frauduleuse, regardant le bouc émissaire de la famille retenir l'attention indivise de milliardaires. La collision visuelle entre mon passé douloureux et mon présent triomphant menaçait de faire dérailler ma concentration. Une décharge d'adrénaline froide et aiguë a traversé mes veines. Pendant une seconde dangereuse, le fantôme de ce dépliant rose d'école de beauté a clignoté dans mon esprit. J'ai ressenti l'ancienne envie familière de me recroqueviller, de m'excuser de prendre de la place et de me soumettre à l'autorité tonitruante et exigeante de mon père. Le conditionnement psychologique de mon enfance a essayé de m'entraîner en arrière, dans l'ombre. J'ai agrippé les bords du pupitre en acrylique transparent. Le plastique dur s'est enfoncé dans mes paumes, m'ancrant instantanément dans le moment présent. Je ne me tenais plus dans leur cuisine de banlieue immaculée. Je me tenais dans mon arène. J'ai regardé directement dans l'objectif de la caméra de mon père. Je n'ai pas faibli. Je n'ai pas laissé ma voix trembler ni mon rythme s'accélérer. J'ai cliqué sur la diapositive suivante et je me suis lancé dans l'analyse statistique la plus complexe de toute l'étude. J'ai élevé mon vocabulaire. J'ai parlé avec une précision clinique et rapide qui ne laissait aucune place au doute ou à une mauvaise interprétation. J'ai construit une forteresse impénétrable d'expertise indéniable sous leurs yeux. J'ai prouvé que je n'étais pas tombé sur une découverte par un coup de chance. J'ai prouvé que je dominais la science. J'ai terminé la présentation par un résumé concis de nos essais humains à venir et des taux de survie projetés. J'ai remercié l'Institut de recherche et je me suis reculé du microphone. La réaction de la foule ne fut cette fois ni polie ni mesurée.
L'auditorium tout entier a explosé. Des centaines de leaders de l'industrie, d'oncologues et de cadres se sont levés à l'unisson. L'ovation debout était assourdissante, résonnant contre les boiseries. J'ai baissé les yeux vers le deuxième rang. Thierry et Sylvie étaient déjà debout, se frayant un chemin de manière agressive à travers les dirigeants pharmaceutiques, désespérés d'atteindre le bord de la scène. Ils venaient réclamer leur prix. Ils venaient voler ma victoire durement gagnée et la rebaptiser comme un accomplissement familial. Mais je tenais les clés d'une porte qu'ils ne pourraient jamais déverrouiller, et j'étais prête à la leur claquer au nez. Le rugissement de l'auditorium était une force physique. Des centaines d'oncologues estimés, d'investisseurs en capital risque et de vétérans de l'industrie se tenaient debout, applaudissant selon un rythme unifié. Je suis resté derrière le pupitre en acrylique transparent pendant quelques secondes fugaces, laissant le bruit me submerger. Les projecteurs crus se reflétaient sur les boiseries polies. J'ai rassemblé mes notes de présentation, les glissant soigneusement dans mon porte-documents en cuir. Ma respiration était régulière. La fille terrifiée qui se recroquevillait autrefois sous le poids de la désapprobation de son père n'existait plus. Attendez, avant que je vous raconte ce qui s'est passé lorsque j'ai quitté cette scène, laissez-moi vous poser une question. Avez-vous déjà eu des membres de famille toxiques essayant de s'attribuer le mérite du succès qu'ils ont activement essayé d'empêcher? Répondez par un oui ou un non dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. D'accord, retour au symposium. J'ai descendu la courte volée de marches moquettées menant de la scène à la salle principale. L'ovation debout commençait à se dissiper en une bousculade frénétique et chaotique. Des représentants pharmaceutiques vêtus de costumes anthracites sur mesure se déplaçaient rapidement dans les allées, tendant des cartes de visite glacées et des tablettes numériques. Ils voulaient des droits de licence exclusifs. Ils voulaient un accès anticipé aux essais humains imminents. Le docteur Valérie Moreau se tenait en bas des marches, agissant comme une barrière silencieuse et redoutable entre moi et les investisseurs envahissants. Elle m'a fait un signe de tête bref pour marquer son approbation. Puis la foule s'est écartée. Le murmure professionnel et poli de l'élite médicale a été brusquement percé par une voix théâtrale et tonitruante, « Laissez passer, s'il vous plaît. » Pardon. C'est ma fille, là-haut. J'ai tourné la tête. Poussant à travers un groupe de chercheurs distingués se trouvait Thierry Dupont. Il n'utilisait pas la navigation subtile et raffinée typique d'un rassemblement universitaire de haut niveau. Il se frayait un chemin en bousculant, utilisant ses larges épaules et son costume hors de prix pour écarter les intellectuels de son chemin. Il voulait que les milliardaires et les pionniers de la médecine autour de lui soient témoins de son arrivée. Il avait besoin qu'ils sachent que l'esprit brillant qu'il venait d'applaudir pendant une heure appartenait à sa lignée génétique. Sylvie le suivait de près dans son sillage. Elle avait remis du rouge à lèvres et ajusté son foulard en soie de créateur. Son visage était étiré dans un grand sourire désespéré qui n'atteignait pas ses yeux. Elle regardait frénétiquement à droite et à gauche, s'assurant que les hommes dans leurs costumes onéreux la regardaient jouer le rôle de la mère dévouée et attentionnée. « Notre fille, le génie », a annoncé mon père, projetant sa voix si fort qu'elle a résonné sur les panneaux de plafond acoustiques. Il a franchi le cercle intime d'investisseurs entourant le docteur Moreau et moi. Il a ouvert grand les bras, un geste grandiose conçu pour forcer une étreinte publique. C'était exactement la même posture qu'il adoptait lorsqu'il posait pour des photographies lors des événements caritatifs de son club de golf. Il s'attendait à ce que je tombe dans ses bras. Il a calculé que la pression de cette foule prestigieuse me forcerait à jouer le rôle de l'enfant reconnaissante et adoratrice. Il supposait que le contrat social de la société polie prendrait le pas sur mes limites personnelles. Il s'est trompé sur toute la ligne. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas fait un seul pas en arrière. Alors qu'il se jetait en avant pour enrouler ses bras autour de mes épaules, j'ai simplement levé ma main droite. J'ai bloqué mon coude et j'ai pressé fermement la paume de ma main plate contre le centre de sa poitrine. Le blocage physique était rigide, inflexible et indéniablement hostile. L'impact l'a arrêté net. Ses chaussures en cuir onéreuses ont crissé sur le parquet poli. Le rire tonitruant et théâtral est mort dans sa gorge. Les représentants pharmaceutiques environnants et les membres du conseil d'administration de l'université ont fait silence. Le changement brutal d'atmosphère a été immédiat et inconfortable. Je l'ai regardé directement dans les yeux. Je n'ai pas haussé la voix. J'ai parlé avec la même précision clinique et détachée que je venais d'utiliser pour décrire la dégradation des cellules tumorales. « Thierry, ai-je dit, que faites-vous ici ?»
Le son de son prénom franchissant mes lèvres l'a frappé comme un coup physique. En 26 ans, je ne l'avais jamais appelé autrement que papa. Ce titre était un symbole de son autorité suprême sur ma vie. Le dépouiller de ce titre devant un public de professionnels de l'élite était une rétrogradation calculée et indéniable. Sa mâchoire s'est relâchée. La façade d'entreprise polie s'est fissurée, révélant un soudain éclair de panique authentique. Il a regardé ma main, appuyée fermement contre son sternum. Il a regardé la foule silencieuse qui l'observait. Il a désespérément essayé de sauver les apparences de la situation. « Élise, ma chérie », a-t-il bégayé, baissant la voix en un murmure forcé. « Nous te célébrons. Nous sommes ta famille. Nous avons traversé le pays au moment où nous avons vu la publication dans la revue. » Sylvie est sortie de derrière sa large épaule. Elle a porté ses mains à son visage, exécutant un halètement parfait d'émotion maternelle. Elle a tendu ses doigts manucurés, tremblant légèrement, visant mon avant-bras. « Oh, ma fille brillante », a murmuré Sylvie, la voix épaissie par des larmes préfabriquées. Nous avons vu le journal européen de médecine. Nous avons toujours su que tu avais ce potentiel extraordinaire en toi. Nous sommes tellement, incroyablement fiers de ce que tu as accompli. J'ai regardé la femme qui m'avait tapoté la main dans notre cuisine de banlieue immaculée et m'avait dit que l'esthétique était une carrière parfaitement charmante pour une fille avec mes limites. J'ai regardé la femme qui m'avait accusé d'être un boulet jaloux et médiocre lorsque j'avais accidentellement découvert le renvoi académique de son fils chéri. Maintenant, elle se tenait dans une pièce remplie de millionnaires, essayant de réécrire l'histoire pour se positionner comme l'architecte bienveillante de ma victoire. Je n'ai pas baissé ma main de la poitrine de mon père. J'ai décalé mon regard derrière eux. À quelques mètres derrière ses parents, Julien traînait à l'arrière. Il ne possédait pas l'audace éhontée de son père ni le talent théâtral de sa mère. Il avait l'air d'un homme marchant vers sa propre exécution. Le costume de créateur sur mesure qu'il portait pendait lâchement sur sa carrure amaigrie. Sa peau avait une pâleur grisâtre et maladive. Il refusait de croiser mon regard. Il fixait les lames de parquet, les mains enfouies profondément dans ses poches. L'illusion de sa start-up visionnaire en biotechnologie s'était clairement érodée en un cauchemar de dettes croissantes et de promesses brisées. Il était un imposteur, forcé de se tenir dans la lumière éclatante et indéniable de mon succès avéré. Un associé principal d'une importante société de capital risque s'est raclé la gorge. Il se tenait à moins d'1 mètre, tenant une brochure glacée résumant les données de ma voie cellulaire. Il a regardé ma main rigide et tendue, puis le visage pâle et en sueur de mon père. L'investisseur était entraîné à lire les rapports de force, et il a clairement reconnu que Thierry ne détenait aucun pouvoir dans cette dynamique. Y a-t-il un problème ici, docteur Dupont, a demandé l'investisseur, s'adressant à moi avec un titre de profond respect. Mon père a tressailli au mot docteur. Il s'est tourné vers l'investisseur, un sourire désespéré et flagorneur s'étirant sur son visage. Aucun problème du tout, a-t-il insisté, s'empressant d'affirmer sa domination. Juste une petite célébration familiale en privé. Je suis Thierry Dupont. J'ai financé ses premières études. Nous explorons ensemble les applications commerciales de ses travaux. C'était un mensonge sidérant. Il tentait de se vendre comme mon soutien financier à un milliardaire. Il essayait de monnayer l'intellect même dont il s'était moqué et qu'il avait rejeté. J'ai laissé retomber ma main de sa poitrine. Le silence entre nous s'est étiré, tendu et dangereux. J'ai senti le docteur Moreau se rapprocher de moi. Une sentinelle silencieuse prête à appeler la sécurité de l'hôpital si je donnais le signal. Je n'ai pas donné le signal. Les faire escorter par des gardes en uniforme transformerait la confrontation en un spectacle public qui alimenterait le récit de victime de ma mère et donnerait à mon père une raison de prétendre que j'étais instable. Je n'allais pas leur offrir une scène publique. J'allais disséquer leur délire en privé. Je me suis tourné vers l'investisseur en capital risque et j'ai offert un sourire calme et professionnel. Il n'y a aucun problème, monsieur, ai-je déclaré calmement. Juste quelques invités inattendus de mon passé. Si vous laissez votre carte à ma chef de département, nous examinerons vos propositions de licence la semaine prochaine. L'investisseur a hoché la tête, a tendu sa carte au docteur Moreau et a reculé, reconnaissant cette rebuffade polie. Je me suis retourné vers Thierry, Sylvie et Julien. Les architectes de mes insécurités d'enfance les plus profondes se tenaient devant moi, mendiant une part de la lumière qu'ils avaient essayé de me refuser.
Leur désespoir était une chose tangible et nauséabonde dans l'air pur de l'auditorium. J'ai ramassé mon porte-documents en cuir. J'ai regardé Thierry. L'arrogance avait disparu, remplacée par une faim brute et nue pour l'influence que je possédais désormais. Nous n'allons pas avoir cette conversation au milieu d'un symposium de l'industrie, ai-je dit, la voix basse et tranchante comme un scalpel. Suivez-moi. Je leur ai tourné le dos. Je n'ai pas vérifié s'ils me suivaient. Je savais qu'ils le feraient. Ils étaient affamés de pertinence, et je détenais la seule clé. J'ai descendu l'allée moquettée en direction des lourdes portes insonorisées de la loge privée. Je les éloignais de leur public tant désiré pour les mener directement vers un retour à la réalité qu'ils n'oublieraient jamais. La lourde porte en chêne de la loge privée a claqué. Le joint acoustique s'est enclenché, coupant le rugissement de la foule du symposium et l'énergie frénétique des représentants de l'industrie pharmaceutique. Le silence qui a rempli l'espace fut instantané et étouffant. La pièce était conçue pour des conférenciers de haut niveau, dotés de canapés en cuir moelleux, d'un élégant miroir de courtoisie et d'une table en verre garnie de bouteilles d'eau onéreuses. C'était une cage stérile et luxueuse, et je venais d'y enfermer ma famille. La transformation fut stupéfiante à voir. Dès que le public s'est volatilisé, la chaleur théâtrale s'est évaporée des visages de mes parents. Thierry a abandonné sa routine de patriarche visionnaire charismatique en une fraction de seconde. Ses larges épaules se sont raidies. Le sourire mielleux qu'il avait affiché pour les investisseurs s'est métamorphosé en un rictus dur et familier. Il a levé la main et a tiré sur sa cravate en soie, desserrant le nœud d'un geste brusque et agité. Il n'était plus le père fier se prélassant dans l'éclat de sa fille brillante. Il était le monarque régnant qui venait d'être publiquement humilié par un sujet désobéissant. Sylvie a laissé retomber ses mains de son visage. Les larmes préfabriquées de fierté maternelle ont séché instantanément. Elle a lissé le devant de son chemisier de créateur, ses traits se figeant en un masque pincé d'irritation profonde. Elle a regardé autour de la loge immaculée, inspectant les plateaux de fruits du traiteur et le mobilier moelleux avec une jalousie non dissimulée. Elle ne supportait pas que j'aie accès à un monde qu'elle ne pouvait infiltrer que par la tromperie. Julien est resté près de la porte, gardant ses distances. Sans la présence tampon de la foule du symposium, la détérioration sévère de sa santé physique était indéniable. Le costume sur mesure qu'il portait, un vêtement qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture, pendait sur sa charpente comme un costume d'emprunt. Ses pommettes étaient pointues et creusées. Les cernes sombres sous ses yeux témoignaient d'une insomnie chronique et d'un stress implacable et ingérable. Il s'est adossé au mur insonorisé, croisant les bras sur sa poitrine dans une tentative fragile de projeter de l'autorité. Thierry a fait 2 pas lourds vers le centre de la pièce. Il a planté ses chaussures en cuir coûteuses sur l'épaisse moquette, bombant le torse. « C'est comme ça que tu accueilles ta famille », a-t-il lâché. Sa voix était comme un claquement de fouet sec et aigu. C'était le ton exact qu'il utilisait pour me discipliner quand j'étais enfant. C'était la fréquence conçue pour déclencher un réflexe psychologique profondément enraciné qui devait me faire baisser les yeux, m'excuser et me soumettre à son récit. « Après tout ce que nous avons fait pour toi », a-t-il poursuivi, le visage virant au rouge sombre de colère. Après les sacrifices que nous avons faits pour te donner une éducation respectable, tu te tiens là devant mes pairs et tu me traites comme un étranger. Tu me manques de respect devant des leaders de l'industrie. Tu m'as fait passer pour un idiot, Élise. Je me tenais près de la table en verre, posant mon porte-documents en cuir sur la surface lisse. Je n'ai pas croisé les bras. Je ne me suis pas recroquevillé. J'ai regardé l'homme qui avait fait glisser un prospectus d'école d'esthétique sur un îlot en granit et m'avait dit que j'étais destiné à échouer. Il croyait vraiment à sa propre histoire fabriquée. Il croyait que sa simple connexion biologique lui donnait droit au bénéfice de mon travail acharné. Vous vous êtes ridiculisé tout seul, Thierry, ai-je répondu, la voix basse et ferme. Vous êtes entré dans une conférence médicale à accès restreint et avez essayé de vous vendre comme mon soutien financier à un homme qui gère des acquisitions de plusieurs milliards. Vous ne savez même pas ce qu'est la voie de dégradation cellulaire. Julien a laissé échapper un ricanement amer et rauque depuis le coin de la pièce. Le son était gras et misérable. Il s'est repoussé du mur, faisant un pas en avant. Son ego fragile ne supportait pas la vue de sa sœur, le bouc émissaire, commandant la pièce. Il avait besoin de diminuer ma réussite pour protéger sa propre réalité qui s'effondrait. Ne fais pas comme si tu étais médecin, Élise, a ricané Julien. Sa voix était éraillée, tremblante d'une rage réprimée.
J'ai regardé mon grand frère, l'enfant prodige, le soi-disant génie destiné à la grandeur de l'élite universitaire. Il se noyait dans l'échec catastrophique de sa fausse start-up en biotechnologie, et il essayait encore de se tenir sur mes épaules pour garder la tête hors de l'eau. Il manquait du vocabulaire scientifique fondamental pour ne serait-ce que comprendre le résumé de ma publication. Pourtant, il avait l'audace de qualifier ma découverte de coup de chance. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas défendu mes diplômes. Argumenter avec Julien était une entreprise inutile car sa réalité était entièrement construite sur des délires. Au lieu de cela, j'ai baissé les yeux et ouvert la fermeture en laiton de mon porte-documents. Le doux glissement métallique de la fermeture éclair était le seul son dans la pièce. J'ai glissé ma main derrière les copies imprimées des données de mes essais cliniques et de mes modèles statistiques. J'ai atteint un fin compartiment caché tout au fond du dossier. Mes doigts ont effleuré un morceau de papier glacé plié. Je l'ai sorti. Le prospectus avait 4 ans. L'encre rose vive sur la couverture s'était légèrement estompée avec le temps, et les bords étaient pliés et usés d'avoir été transportés au fond de mes sacs de sport. Mais l'image de la femme souriante tenant un sèche-cheveux restait parfaitement claire, Académie supérieure de coiffure et d'esthétique. J'ai traversé la moquette épaisse, réduisant la distance entre moi et mon père. Je me suis arrêté à exactement un demi-mètre de lui, envahissant son espace personnel avec une intention calme et délibérée. J'ai tendu la brochure sur papier glacé plié. « Prenez-le » ai-je dit. Thierry a baissé les yeux sur ma main tendue, les sourcils froncés dans une confusion sincère. Il n'a pas reconnu l'objet immédiatement. Il a tendu la main et a pris le dépliant de mes doigts. Il a ouvert le papier en 3 volets, ses yeux balayant le texte rose délavé et la liste des prix de scolarité pour les cours de coiffure et de manucure. La prise de conscience l'a frappé avec la force physique d'un train de marchandises. La couleur rouge de colère s'est vidée de son visage, laissant derrière elle une pâleur livide et maladive. Sa mâchoire s'est relâchée. La posture arrogante, le torse bombé et les épaules carrées se sont affaissées. Il a fixé le morceau de papier. C'était la preuve physique ultime de son profond échec en tant que parent et de son erreur de jugement catastrophique concernant mon intelligence. J'ai gardé les yeux rivés sur son visage, regardant la vérité dévastatrice fracturer son ego. « Vous n'avez rien fait pour moi » ai-je déclaré. Chaque mot était une frappe chirurgicale. Vous m'avez dit que je n'avais pas le calibre intellectuel pour les sciences. Vous m'avez dit que j'étais un poids mort. Vous vous êtes assis à cet îlot de cuisine et vous avez financé les mensonges de Julien pendant que vous me tendiez une insulte. Vous avez misé tout votre héritage sur le mauvais enfant. J'ai pris une lente inspiration, laissant le silence amplifier le poids de mes mots. J'ai lavé des cheveux jusqu'à ce que mes mains saignent pour payer mes crédits à la faculté, ai-je continué, ma voix résonnant d'une vérité indéniable. J'ai dormi sur un lit de camp dans la salle de pause d'un laboratoire pour décrocher mon poste de recherche. J'ai cartographié la voie de dégradation des protéines pendant que vous étiez assis dans votre club de golf à faire semblant de lire des revues médicales que vous ne comprenez même pas. J'ai financé ma propre réalité, Thierry. Vous n'avez pas le droit de vous pointer à la ligne d'arrivée et de faire semblant de m'avoir aidé à courir la course. Sylvie s'est avancée, la colère sur son visage ayant disparu, remplacée par la tactique manipulatrice familière qu'elle utilisait chaque fois qu'elle se sentait acculée. Ses yeux se sont remplis de larmes fraîches. Sa lèvre inférieure a commencé à trembler. Elle a tendu les 2 mains, tentant d'agripper mon bras. « Élise, s'il te plaît » a-t-elle gémi, sa voix se brisant d'un chagrin fabriqué. Nous avons fait une erreur. Nous étions aveugles. Nous essayons de te protéger de la déception écrasante d'un domaine exigeant. Nous sommes tes parents. Tu ne peux pas nous parler de cette façon. Nous t'aimons. L'ancienne Élise aurait ressenti un pincement de culpabilité. L'ancienne Élise aurait laissé ses larmes adoucir sa détermination. Mais j'avais passé 2 ans à observer la destruction cellulaire au microscope électronique. Je savais exactement comment reconnaître un élément toxique essayant de contourner un système de défense. J'ai fait un pas délibéré en arrière, hors de sa portée. Ses mains manucurées ont agrippé le vide. « Arrête, Sylvie » ai-je ordonné. Mon ton était dépourvu de toute émotion. C'était la voix d'une scientifique observant une réaction ratée. Ces larmes ne marchent plus sur moi. Vous ne m'aimez pas. Vous aimez l'influence que je viens d'obtenir dans cet auditorium. Vous aimez les investisseurs pharmaceutiques qui me tendaient leur carte de visite. Vous n'aimez que ce que vous pouvez utiliser.
Thierry a écrasé le prospectus rose dans son poing. Le papier glacé s'est froissé avec un crissement sec. Ses yeux ont parcouru frénétiquement la loge stérile, cherchant une stratégie de sortie, cherchant un moyen de reprendre le dessus. Il a regardé Julien, debout, pâle et en sueur dans le coin. Il a regardé Sylvie, pleurant de vraies larmes de frustration parce que sa manipulation avait échoué. Puis il a posé son regard sur moi. Les derniers lambeaux de sa fierté se sont consumés, ne laissant qu'un désespoir brut et terrifiant. La vérité était sur le point d'éclater au grand jour dans la pièce, exposant les fondations pourrissantes de leur vie de banlieue parfaite. L'illusion était morte, et le naufrage financier de leur choix était sur le point de les engloutir tous. Le papier rose froissé est tombé de sa main, heurtant l'épaisse moquette avec un bruit sourd et étouffé. Thierry l'a fixé pendant une longue seconde angoissante, comme s'il regardait sa propre autorité indéniable se vider de son sang sur le sol. Le silence dans la loge s'est tendu, dangereux. Il a relevé la tête. Le requin d'entreprise calculateur essayait désespérément de trouver un nouvel angle. Il a réajusté sa veste de costume, un tic physique frénétique pour tenter de restaurer une dignité qui n'existait plus. Nous avons fait une erreur, a dit Thierry. Sa voix était éraillée, dépouillée de sa résonance tonitruante. C'était la première fois en 26 ans que j'entendais cet homme admettre un défaut, mais ce n'était pas de véritables excuses. C'était la phrase d'ouverture d'une négociation désespérée. Il a fait un pas hésitant en avant, levant les mains dans un geste d'apaisement. Nous nous sommes trompés sur ta trajectoire, Élise. Nous admettons que tu as prouvé que tu étais d'un intellect redoutable. Tu as navigué dans une industrie complexe et tu as sécurisé une plateforme très visible. Je l'ai regardé pivoter. Il me traitait comme une fusion d'entreprises hostiles qu'il avait soudainement besoin d'amadouer. Mais nous sommes une famille, a-t-il poursuivi, son ton se transformant en un appel calculé à la solidarité. Et en ce moment, cette famille fait face à une situation catastrophique. Nous avons besoin de tes ressources. Julien a laissé échapper un bruit aigu et pathétique depuis le coin de la pièce, un croisement entre une toux et un sanglot. Il a tourné son visage vers le mur insonorisé, incapable d'être témoin de l'humiliation de son père. L'enfant prodige regardait enfin son piédestal s'effondrer en poussière. Thierry a ignoré son fils et a gardé son regard désespéré rivé sur moi. L'entreprise de Julien est en difficulté, a avoué Thierry. Les mots semblaient lui causer une douleur physique. La start-up a nécessité des injections de capitaux colossales. La phase de recherche et développement a largement dépassé le budget. Nous avons liquidé nos principaux portefeuilles de retraite pour soutenir les coûts d'exploitation. Nous avons contracté une deuxième hypothèque sur la maison de Versailles. Nous nous noyons, Élise. J'ai regardé Julien, debout dans son costume de créateur trop grand. La vérité était mise à nu sous les lumières fluorescentes et crues de la loge. Il n'y a pas de phase de recherche et développement, ai-je déclaré, ma voix tranchant à travers son jargon d'entreprise soigneusement aseptisé. Il n'y a pas d'entreprise de biotechnologie. Thierry a ouvert la bouche pour protester, mais je ne l'ai pas laissé parler. J'ai passé 2 ans à cartographier une voie de dégradation cellulaire, ai-je dit. Sylvie a halté, le souffle coupé, agrippant son collier de perles. Élise, comment peux-tu être aussi cruelle? A-t-elle gémi. Ton frère est sous une pression immense. Le marché du capital risque s'est asséché. Les investisseurs externes se sont retirés. Il n'y avait pas d'investisseurs externes, maman, l'ai-je corrigé. Les seuls investisseurs, c'était toi et papa. Et vous vous êtes ruinés en essayant d'acheter une réalité qui n'a jamais existé. L'air de la pièce s'est alourdi du poids toxique de leurs finances ruinées. Mes parents avaient passé toute leur vie à projeter une aura de richesse intouchable. Ils jugeaient leurs voisins. Ils méprisaient la classe ouvrière et avaient jeté leur propre fille parce qu'elle ne correspondait pas à leur esthétique parfaite. Maintenant, ils se tenaient dans une pièce d'emprunt, suffoquant sous une ruine financière qu'ils s'étaient eux-mêmes infligée. Thierry a fait un autre pas vers moi. Le désespoir dans ses yeux était brut et laid. C'est pour ça que nous avons besoin de toi, Élise, a-t-il pressé, sa voix tombant dans un murmure de conspirateur. Tu as l'oreille de tous les grands cadres pharmaceutiques de cet auditorium. Tu viens de prononcer un discours liminaire devant des milliardaires. Tu as un énorme pouvoir d'influence dans l'industrie. Si tu soutiens l'entreprise de Julien, si tu le présentes à ton réseau d'investisseurs, nous pouvons obtenir un financement d'amorçage d'urgence, nous pouvons sauver les meubles. Tu peux sauver cette famille.
C'était une démonstration époustouflante d'illusions narcissiques. Il s'était moqué de mon intelligence, m'avait chassé de chez moi et m'avait tendu un dépliant d'école d'esthétique. Maintenant, ils voulaient attacher leur navire en perdition à mon étoile montante. Ils voulaient que je tire parti de la réputation sans faille que j'avais saignée pour construire, juste pour renflouer le frère qui m'avait nargué de l'autre côté d'une table lors d'un repas de famille. Je les ai regardés tous les trois. J'ai ressenti un profond détachement clinique. J'observais un agent pathogène envahissant luttant pour survivre dans un environnement hostile. J'ai baissé la main et j'ai ramassé mon porte-document en cuir. J'ai lissé ma main sur le grain sombre de la couverture. Je n'ai pas besoin de le présenter à mon réseau d'investisseurs, ai-je dit calmement. Une étincelle soudaine et désespérée d'espoir s'est allumée dans les yeux de mon père. Il a confondu mon ton calme avec de la soumission. Il a pensé que l'obligation familiale profondément ancrée avait fini par se manifester. Il pensait avoir gagné. Merci, Élise, a soufflé Sylvie en faisant un pas en avant, les mains jointes dans une gratitude haletante. Nous savions que tu comprendrais. Nous savions que tu ne nous laisserais pas perdre la maison. J'ai levé la main, l'arrêtant net. Je n'ai pas besoin de le présenter à des investisseurs, ai-je clarifié, ma voix résonnant d'une finalité froide et indéniable, parce que je n'ai plus besoin d'investisseurs. Mon brevet a été racheté hier matin. Le silence qui a suivi était si profond que je pouvais entendre le faible bourdonnement du système de climatisation fonctionnant dans les bouches d'aération du plafond. Julien a détourné la tête du mur, me fixant avec de grands yeux creux. Thierry s'est figé, la bouche légèrement ouverte. Un conglomérat pharmaceutique multinational a acheté les droits de licence exclusive de ma voie d'immunothérapie ciblée, ai-je poursuivi, livrant les faits avec une précision chirurgicale. Ils ont finalisé le contrat à la suite d'une période de diligence raisonnable épuisante de 6 mois. L'acquisition a été conclue pour un montant à 7 chiffres très élevé. J'ai vu l'avidité envahir leur visage. C'était une transformation viscérale et écœurante. La réalisation que leur fille rejetée était maintenant une millionnaire avérée a balayé leur panique. Thierry a redressé sa posture, une lueur de calcul affamé s'est allumée dans ses yeux. Il voyait une bouée de sauvetage. Il voyait un afflux massif de capitaux qui pourrait effacer ses hypothèques, renflouer ses comptes de retraite et financer les délires de Julien pour une décennie de plus. Élise, c'est stupéfiant, a soufflé Thierry, une admiration révérencieuse se glissant dans son ton. Mon Dieu, 7 chiffres. Avec ce genre de capital, nous pouvons effacer la dette immédiatement. Nous pouvons restructurer les actifs de la famille. Il était déjà en train de dépenser mon argent dans sa tête. Il planifiait déjà comment distribuer ma victoire durement gagnée pour subventionner ses échecs. J'ai ouvert la fermeture éclair de la poche avant de mon porte-document. J'en ai sorti une seule feuille de papier juridique gaufrée. Il n'y a pas de nous, Thierry, ai-je déclaré. L'allure affamée dans ses yeux a vacillé puis s'est éteinte. Le capital de l'acquisition du brevet ne repose pas sur un compte courant personnel, ai-je expliqué en tenant le document par le bord. Les fonds ont été transférés directement dans une fiducie sécurisée et irrévocable. Je me suis avancé et j'ai tendu le document juridique à mon père. Il l'a pris avec des doigts tremblants. Ses yeux ont balayé la typographie juridique dense. La fiducie a 2 mandats précis, leur ai-je dit, ma voix résonnant proprement sur les murs insonorisés. Le premier mandat alloue 60% du capital au financement de l'expansion du laboratoire d'oncologie du docteur Moreau. Nous achetons des microscopes électroniques de pointe et nous embauchons une équipe dédiée d'étudiants-chercheurs de premier cycle. Julien a laissé échapper un gémissement sourd et angoissé. L'argent qui aurait pu sauver sa vie parfaite de banlieue allait acheter de l'équipement de laboratoire. Le deuxième mandat, ai-je continué en regardant directement dans les yeux pleins de larmes de ma mère, alloue les 40% restants à la création d'une dotation permanente, la Fondation Élise Dupont. Elle offre des bourses universitaires complètes et des allocations de logement aux étudiantes issues de milieux défavorisés qui entrent dans le programme de biochimie de l'université publique. Thierry fixait le papier. Ses mains tremblaient si fort que le sceau en relief cliquetait contre le parchemin rigide. J'ai verrouillé mon regard sur celui de mon père. J'ai livré l'ultime vérité inébranlable. J'utilise ma richesse pour financer exactement le type de fille que vous avez essayé d'envoyer dans une école de beauté, ai-je dit. Pas un seul centime de cette acquisition à 7 chiffres ne touchera jamais vos comptes bancaires. Vous ne verrez pas un sou pour payer votre deuxième hypothèque.
vous ne verrez pas un centime pour financer les faux déjeuners de réseautage de Julien. Sylvie a laissé échapper un gémissement aigu et dévasté. Elle a couvert son visage de ses mains, ses épaules secouées par un chagrin authentique et déchirant. Elle pleurait la perte de son mode de vie impeccable, de ses abonnements au club privé, des pelouses manucurées et de l'illusion de supériorité qu'elle avait portée comme une couronne toute sa vie. Thierry a lâché le document juridique. Il a volté jusqu'au sol, atterrissant juste à côté du prospectus de cosmétologie rose froissée. La poésie visuelle de ces deux morceaux de papier posés côte à côte sur l'épaisse moquette était indéniable. L'un représentait les limites artificielles qu'ils avaient essayé d'imposer à ma vie. L'autre représentait la réalité sans limite que j'avais construite en dépit d'eux. Vous avez misé tout votre héritage sur le mauvais enfant, leur ai-je dit. C'est votre retour sur investissement, pas le mien. J'ai regardé l'architecte de mes insécurités d'enfance voler en éclats. Il ne restait aucun argument à faire valoir. Il ne restait aucune autorité à faire jouer. Il n'était plus qu'un homme ruiné et désespéré, se tenant dans l'ombre de la fille qu'il avait jetée. Sylvie a laissé échapper un sanglot rauque et haletant qui a résonné contre les panneaux insonorisés de la loge privée. Elle a trébuché en avant, ses talons de créateur s'enfonçant profondément dans la moquette moelleuse. Elle a enjambé le prospectus de cosmétologie rose écrasé et le document juridique de fiducie gaufré comme s'il ne s'agissait que de vulgaires déchets. Ses mains manucurées se sont tendues, tremblantes d'une énergie frénétique et terrifiée. Ses doigts se sont refermés fermement sur la manche de la veste de mon tailleur bleu marine sur mesure. « Élise, tu ne peux pas nous faire ça » a-t-elle supplié, sa voix montant dans des aigus perçants et désespérés. « Tu ne peux pas simplement t'éloigner et nous laisser avec cette dette écrasante. Nous t'avons élevé dans un quartier magnifique. Nous avons mis un toit solide au-dessus de ta tête. Nous sommes tes parents. Tu nous dois une loyauté inébranlable. » J'ai baissé les yeux vers ses mains pâles et tremblantes qui agrippaient mon tissu sombre. J'ai ressenti un écho fugace de mon ancienne peur familière. C'était la réponse profondément conditionnée d'une enfant à qui on a appris à obéir à sa mère à tout prix, à ravaler son propre mal-être, à maintenir la paix familiale. Mais cette peur fragile s'est dissoute avant même de pouvoir pleinement s'enregistrer dans mon esprit. J'ai tendu ma main droite et j'ai saisi ses poignets. Je ne l'ai pas repoussé violemment. J'ai simplement appliqué une pression ferme et inflexible, décollant ses doigts désespérés de ma veste un à un. J'ai laissé ses mains retomber à ses côtés, rompant la connexion physique. La biologie fait de nous des parents, maman, ai-je déclaré, ma voix résonnant avec une clarté calme et définitive. La loyauté fait de nous une famille. Tu as choisi tes loyautés il y a 4 longues années, autour d'un îlot de cuisine en granit. Tu as choisi de protéger une illusion fabriquée. Tu as choisi de financer un mensonge éhonté au lieu de nourrir une vérité vérifiable. Tu n'as pas le droit d'exiger de la loyauté de la part d'une fille que tu as impitoyablement rejetée, juste parce que mon succès est maintenant utile à ta survie. Thierry se tenait paralysé derrière elle. Son large poitrail se soulevait alors qu'il luttait pour faire entrer de l'oxygène dans ses poumons. Le redoutable titan d'entreprise, le patriarche du quartier, l'homme qui commandait régulièrement les salles à manger des clubs privés, était réduit à une coquille vide écroulante. Il a ouvert la bouche pour donner un ordre sévère, mais aucun son n'est sorti de sa gorge. Il ne possédait aucun levier sur moi. Il ne possédait aucun capital financier à exploiter. La dure prise de conscience qu'il ne pouvait plus m'intimider a brisé le dernier pilier de son ego fragile. Il a regardé le document juridique posé sur le sol et a enfin compris le caractère profondément permanent de sa ruine. Dans le coin sombre de la pièce, Julien a glissé le long du mur jusqu'à toucher le parquet. L'enfant chéri par excellence a ramené ses genoux contre sa poitrine, enfouissant son visage pâle dans ses mains. Il a commencé à pleurer. Ce n'étaient pas les pleurs théâtraux d'un manipulateur essayant de susciter la sympathie, mais les pleurs laids et saccadés d'un homme qui savait que sa vie entière était une machination frauduleuse venant d'être traînée dans la lumière crue et impitoyable de la réalité. Il allait devoir affronter le poids écrasant de sa start-up en faillite sans le filet de sécurité des fonds de retraite volés à ses parents. Ses vacances tout frais payées étaient officiellement terminées. J'ai ramassé mon porte-documents en cuir et je l'ai coincé fermement sous mon bras. J'ai regardé les 3 pour la dernière fois, prenant une photographie mentale saisissante du naufrage qu'ils s'étaient eux-mêmes construit. N'essayez plus jamais de me contacter, les ai-je avertis, mon ton dépourvu de colère ou de malice. Je donne l'ordre à la sécurité de l'université de vous escorter hors de ce bâtiment immédiatement. Si vous essayez de contourner le bureau d'accueil ou d'accéder à mon laboratoire à l'avenir,
je déposerai une plainte formelle pour intrusion. J'ai tourné le dos à Thierry, Sylvie et Julien Dupont. J'ai saisi la lourde poignée en laiton de la porte de la loge. Je l'ai poussée et j'ai franchi le seuil. Le joint acoustique s'est rompu, et l'énergie vibrante et palpitante du symposium médical a inondé mes sens. J'ai laissé la lourde porte en chêne se refermer derrière moi avec un clic, piégeant les architectes de ma misère d'enfance dans le silence étouffant de leur propre création. J'ai descendu le long couloir moquetté. Mes talons cliquetaient à un rythme régulier et confiant contre le sol poli. J'ai senti une profonde légèreté physique se répandre dans ma poitrine. L'encre invisible et lourde que j'avais traînée derrière moi pendant 26 ans, ce besoin désespéré et douloureux de gagner l'approbation de mon père, venait de se briser et de tomber. J'étais détaché. Je respirais de l'air pur pour la première fois de ma vie d'adulte. J'ai tourné à l'angle et je suis entré dans la grande salle de réception. Ce vaste espace baignait dans la lumière dorée et chaleureuse de chandeliers en cristal imposant. Des serveurs vêtus d'uniformes noirs impeccables se déplaçaient gracieusement à travers la foule immense, portant des plateaux en argent remplis de hors-d'œuvre hors de prix. La pièce était bondée d'investisseurs pharmaceutiques et de chirurgiens éminents. Mais je ne cherchais pas d'opportunité de réseautage d'entreprises lucratives. Je cherchais mon peuple, le vrai. Debout près d'un vaste arrangement d'orchidées blanches se trouvait le docteur Valérie Moreau. Elle était entourée de notre équipe de laboratoire dévouée, y compris les assistants de master et les analystes de données qui avaient travaillé sans relâche la nuit à mes côtés pendant 2 années épuisantes. Ils n'étaient pas vêtus de costumes sur mesure chers comme Julien. Ils portaient des blazers pratiques et des chaussures usées et confortables. C'étaient les esprits brillants, épuisés et implacables qui faisaient réellement avancer la découverte scientifique mondiale. Quand le docteur Moreau m'a vu approcher, son visage sévère et intimidant s'est fendu d'un grand et magnifique sourire. Elle s'est tournée vers un serveur qui passait et a soulevé 2 flûtes de champagne du plateau en argent. Elle m'en a tendu une directement. Le reste de l'équipe de recherche s'est tourné, levant leur propre verre dans une acclamation joyeuse et désordonnée. À Élise Dupont, a annoncé le docteur Moreau, sa voix perçant le brouhaha festif de la grande salle de réception. Une chercheuse qui prouve que les éléments les plus résilients de l'univers sont ceux forgés sous la plus haute pression. J'ai levé mon verre, faisant teinter le cristal délicat contre le sien avec un tintement doux et chantant. J'ai pris une gorgée lente et délibérée de champagne frais. Le goût vif et éclatant a dansé sur ma langue. J'ai regardé autour de la zone de réception, observant les visages de ma famille de cœur. Ils se moquaient de mon pédigré de banlieue. Ils se moquaient de mon statut de quartier. Ils se souciaient de mon esprit vif, de mon éthique de travail implacable et de mon dévouement inébranlable à la vérité. Les gens me demandent souvent, dans la section des commentaires de ces histoires, si je nourris une quelconque culpabilité résiduelle. Ils demandent si une infime partie de ma conscience a mal d'avoir tourné le dos à mes parents lorsqu'ils ont perdu leur maison, leur retraite et leur statut social tant convoité. Ils se demandent si établir une limite aussi stricte me rend aussi froide que le père qui m'a tendu un prospectus d'école d'esthétique. Je peux vous dire avec une certitude inébranlable que je ne ressens pas la moindre goutte de culpabilité. La culpabilité est une émotion réservée exclusivement à ceux qui causent un tort injuste. Je n'ai pas causé leur faillite catastrophique. Je n'ai pas forcé mon frère à abandonner une université prestigieuse et à lancer une entreprise commerciale frauduleuse. J'ai simplement refusé d'être le canot de sauvetage attitré d'un navire en perdition à bord duquel je n'avais jamais été invité. Poser une limite n'est pas un acte de vengeance amère. C'est un acte de profonde préservation de soi. La vengeance exige que vous investissiez votre précieuse énergie à causer de la douleur à quelqu'un d'autre. L'objectif de vie exige que vous investissiez votre énergie à construire votre propre joie durable. J'ai choisi un objectif. J'ai choisi de prendre la récompense financière faramineuse de ma découverte cellulaire et de l'injecter directement dans la fondation Élise Dupont. Chaque année, notre fiducie rédige des chèques de frais de scolarité substantiels pour de jeunes femmes brillantes et défavorisées. Nous achetons leurs manuels scolaires coûteux. Nous finançons leurs frais obligatoires de laboratoire. Nous fournissons des allocations de logement sûr. Nous veillons à ce qu'aucune apprentie scientifique ne doive jamais laver des cheveux 9 heures par jour juste pour pouvoir se payer un cours de base de chimie en faculté de banlieue. Nous veillons à ce que, lorsqu'une voix toxique leur dit qu'elles ne sont pas assez intelligentes pour les sciences, elles aient une institution solidement financée derrière elles pour leur dire « si, vous l'êtes ». C'est ça, mon véritable héritage. Ce n'est pas un héritage de justification amère contre ma famille.
C'est un héritage d'émancipation pour la prochaine génération. Je me tenais dans cette salle de réception dorée, entouré par les esprits brillants qui avaient choisi de me guider et de me soutenir. J'ai pris une autre gorgée de mon champagne et j'ai pris une profonde et constante inspiration. J'ai regardé l'incroyable réalité que j'avais construite sur les cendres de leur rejet. Le succès est vraiment la réponse ultime à la toxicité. Parce que lorsque vous construisez une vie débordante d'un but authentique, l'opinion des personnes qui ont essayé de vous briser cesse tout simplement d'exister. Elles deviennent des fantômes qui s'estompent, hantant un passé que vous n'habitez plus. La leçon profonde tissée tout au long de ce parcours remarquable est que votre valeur inhérente et votre potentiel ultime ne sont jamais dictés par les limites arbitraires, les projections toxiques ou les rejets cruels que des personnes brisées tentent de vous imposer. Même lorsque ces personnes s'avèrent être votre propre famille biologique. Face à un environnement qui finance activement des illusions tout en affamant vos vérités, la réponse la plus puissante n'est certainement pas de rester et de mener une bataille perdue d'avance pour obtenir une place à une table où l'on vous manque fondamentalement de respect. Mais plutôt d'avoir le courage de s'en aller, d'endurer l'isolement épuisant et de construire tranquillement votre propre table à partir de zéro. Le vrai succès ne consiste jamais à chercher une amère vengeance ou à revenir pour parader. Au contraire, il s'agit de transformer vos rejets les plus profonds en une expertise indéniable et de construire une vie si riche d'un but authentique que les voix toxiques de votre passé perdent simplement leur pouvoir et sombrent dans l'insignifiance. De plus, cette histoire nous enseigne que la loyauté est la véritable monnaie de la famille. Autrement dit, vous n'avez aucune obligation d'agir comme un canot de sauvetage financier ou émotionnel pour les individus mêmes qui ont autrefois essayé de noyer vos ambitions pour protéger leur ego fragile. Finalement, la plus grande victoire réside dans le fait de prendre les récompenses de votre résilience et de les rediriger pour donner du pouvoir aux autres, comme en finançant des bourses pour la prochaine génération de laissés-pour-compte méritants. Prouvant ainsi que, si vous ne pouvez pas contrôler la famille dans laquelle vous êtes né, vous possédez le pouvoir absolu de choisir votre communauté, de définir votre héritage et d'écrire une fin où vous vous épanouissez selon vos propres termes. Dude, I hate Symmetra with a passion. Holy shit. Oh my god. You been playing any games or anything, Xana? Alright, group up. We got time. Not really. That's fun. I'm so happy that shields are almost non-existent in Overwatch 2. No! Her turrets are so annoying. Oh my god. Holy shit. I see where you hate her, Krimbu. I'm getting bullied. I'm gonna come back. I have ult, but I don't know if I'll make it in time. Symmetra's just bullying the shit out of me, dude. Tactical visor activated. Get in the point, get in the point, get in the point! I can't. I had the hog on me. Damn it. Ah. I'm sorry. You're good. Oh, fuck. That was a fun game. Except Yeah. Symmetra. This res was so clutch.
Look at that. Nice. Oh, poor Dark. The amount of damage that was going on. Dude, for real, dude. It's gotta suck. Who's getting fucking bullied as a Zarya, dude? Any of y'all like Resident Evil? Meh. What a shame. Traveling to Hanamura. Prepare your defenses. Select your Ooh, healing. Okay, more healing. Kimbo, I know you can hear me. Play Mercy. I'm about to make Kimbo very disappointed. Okay. attackers incoming in 30 I like 2, 3, 7, and 8 was meh. Never Resident Evil, that is. What? Oh, 2, 3, 7, and 8 was meh. Yeah, I think 7 was the better one. A lot of people say the opposite. They think 7 was pretty cringe. That's because 8 has booba. 7 actually had horror elements in a good story. It's all about the booba. I just like the way that Ethan's character just became better. I think the problem with 8 was, for one, $100 and something game. It was 7, 8 hours long, and you didn't have a choice. You didn't have the choice with Heisenberg. I would have picked his side, but you didn't even get a choice, and that part just kind of ruined it. To their credit, their recent Resident Evil titles have been short, like in general. Yep, they re-released 6 Like- for like $100, and it was 6 hours. Yeah, fucking Resident Evil 3, I beat in like 3 hours, dude. Like, I really hope the new remake of 4 isn't as short. That's why I was mentioning it. Like, if y'all saw the RE4 remake trailer, it looks sick. Wait, did you say you disappoint me by picking Hanzo? Quite the opposite. Now we're gonna win. No, I mean with my shots. I'm gonna miss like every shot. But that's how you play Hanzo. It's fine. I don't see a problem. We're just waiting the oh, come on. Me and Dark Life are just waiting the May. Help! Help! Oh shit, monkey. Monkey on us. Yeah, the monkey got in the back line. That's why I was saying help. I got you, Sigma. Because you're a Sigma May up. Sigma balls. Bye, Bastion. Diva Zombie on the point. How many are on point? Me and Diva, that's it. Never mind. Okay. Monkey and May are now here. Help. Monkey's dead. Lucio's one. Damn it. Yeah, Damn we it. don't get that. Pull back. Didn't have a choice. I died. I saw you slowly faltered. My team still needs me. The shortcut works. Yeah. That's a lot of people.
Oh, come on. No, the Damn it. railing. Damn you, Diva. Okay, that's enough of this guy. I'm gonna play Junkrat. Their Diva is bullying everybody on this team. Oh. You're not getting rid of me that easily. Oh my god. Bro. Dude. I'm stuck in the room! Fucking... What the fuck happened to me? Bro. I couldn't Oh my move. god. They put you in the ceiling. Dude, they injected steroids at the end there, bro. Holy fuck. This is the graphic depiction of steroids. My god. How did she even get you stuck on the fucking... I don't know. See? Hanzo works. I told you. It's only 4,000 damage. Doesn't matter. The game was like 5 minutes long. Bro. If you're curious as to why that happens, is